Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait Je suis un chat de Natsume Soseki, épisode numéro 12 et épisode final. Nous terminons la lecture de ce roman ce soir dans cette émission, les amis. Et oui, et oui, et oui. En rediffusion d'ailleurs, pour ne pas que vous soyez confused, pour que vous compreniez un peu ce qui se passe, c'est bien l'épisode 12, mais c'est bien aussi la fin du chapitre 11, puisque le chapitre 11 étant très long, je l'ai partagé en deux lives. Donc l'épisode 11 et 12 sur YouTube sont tous les deux le chapitre 11 de l'œuvre. Voilà, voilà. Donc du coup, si vous voulez avoir la première partie du chapitre 11, je vous invite à voir l'épisode 11. Si vous l'avez déjà vu et que vous voulez voir le final de ce roman, je vous invite à rester avec moi dans cette émission pour la fin du chapitre 11. N'hésitez pas d'ailleurs, comme d'habitude, sur la rediffusion YouTube, à vous référer à la barre de lecture de la vidéo ou à la description de la vidéo, où vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir naviguer dans la lecture, pour pouvoir passer l'introduction, les pauses et aller directement au moment de lecture qui vous intéresse. Voilou. Pendant que j'étais en off aujourd'hui, j'ai reçu 2 nouveaux follow, donc merci à vous deux, merci Dodo le Clodo, pseudo plutôt atypique, mais bon, je ne juge pas, chacun fait ce qu'il veut, donc merci pour ton follow Dodo, et merci également à Viea, alors je sais pas comment il faudrait le prononcer, mais merci et merci beaucoup, ça m'a fait plaisir, et d'ailleurs, j'en profite tant que je suis dans les follow et ce genre de considération, j'en profite, je l'ai partagé hier sur les réseaux, mais sur YouTube, nous avons dépassé les 1500 abonnés, pas plus tard que hier, genre vers 20h, 21h, un truc comme ça. J'étais en conversation vocale avec certains d'entre vous d'ailleurs sur mon Discord, n'hésitez pas à nous y rejoindre. Et ouais, je vais faire un tour tout à fait aléatoirement sur ma chaîne, et voilà, je vois que j'arrive à 1500 abonnés. J'ai réussi à arriver pile au moment où c'était 1500 et pas 1499 ou 1501. Donc j'étais bien content. Parce que 30 minutes après, il y avait 2 abonnés de plus. Donc c'était pas rond, c'était pas joli. Et du coup, j'ai pu faire un petit imprime écran et j'ai un dossier sur mon PC en gros où je me fais des souvenirs de petits événements comme ça. Donc ça fait bien plaisir, ça fait un peu chaud au cœur. Donc encore une fois, 1500 fois merci, ça me fait extrêmement plaisir et c'est grâce à vous aussi que je peux continuer à faire ces lives avec autant d'entrain, autant d'envie. Donc merci beaucoup à vous tous les amis. On va pas s'arrêter là. Comme dirait Zikael, road to 10K, n'est-ce pas? En route vers les 10 000. Bon, je doute d'atteindre un jour les 10 000 abonnés, mais qui sait, croisons les doigts. De toute manière, peu importe le nombre, je suis vraiment très très content des personnes que je peux croiser sur mes lives ou sur mes rediffusions. Donc encore une fois, un énorme merci parce que vous êtes des personnes de qualité et c'est hyper agréable de partager des moments avec vous. Voilou, comme je le disais, ce soir c'est donc la dernière lecture de Je suis un chat. Dernière lecture, ça implique également prochaine lecture, mais quelle sera-t-elle donc cette lecture? Une lecture pour vous mettre un petit peu dans le mood cauchemardesque d'Halloween, Halloween qui vient bientôt. De toute manière, j'ai l'impression que maintenant Halloween, c'est à partir du 1er octobre pour tout le mois, hein, mais bon bref. Donc voilà, pour un petit peu se mettre dans le mood horrifique avant Halloween, nous allons lire une bonne partie. Je pense qu'on aura peut-être même tout lu juste avant Halloween, qu'on terminera le 30, je crois. Si j'ai regardé un peu les dates et tout, je pense qu'on peut terminer pour le 30. Je vous lirai Le cauchemar d'Innsmouth d'Howard Philip Lovecraft. Lovecraft, un grand monsieur. J'ai bien hâte de découvrir ce nouveau recueil de nouvelles. Composé de 6 nouvelles d'ailleurs. Il y a Le cauchemar d'Innsmouth, La maison de la sorcière, Celui qui hantait les ténèbres, Air froid, L'indicible et Le monstre sur le seuil. Donc voilà, si l'une de ces nouvelles ou toutes vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre dès vendredi prochain, puisque ça fait longtemps que j'ai pas fait de pause dans les lives maintenant, ça doit faire depuis les vacances d'été grosso modo. Donc ça fait quelques temps que j'ai pas pris de pause et de recul sur les lives, et là je pense que ça me fera du bien pour être franc. Une bonne petite pause à voir des gens, à voir des gens.
Dans les conditions actuelles, c'est un peu compliqué, mais bon, au moins avoir un peu ma famille, ce sera déjà ça de prix. Et je fais la pause que je n'avais pas fait avec l'œuvre précédente qui était Sherlock Holmes. Mais cette fois-ci, je reprends ma petite tradition de faire une pause entre deux œuvres. Donc, considérez que les lives de lecture, c'est toujours le mardi et le vendredi à 21h. Considérez que mardi prochain, il saute, et on reprend avec la lecture dès vendredi. Voilà, voilou. Considérez d'ailleurs que la semaine prochaine, grosso modo, il n'y aura pas beaucoup de live. Alors, je peux vous donner à peu près ce qui va se passer dans les temps à venir. Bon, demain, il y a les Clash. Donc demain, je joue au Clash avec ma team sur League of Legends. Ok, ça n'a aucun rapport avec les lives, mais il faut que je le dise parce que ça me va un peu trop. Dimanche 15h, live de découverte de l'univers de League of Legends sur le champion Vel'Koz avec la nouvelle Une fin différente. Habituellement, le dimanche, on termine la semaine avec une veillée. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore ce concept sur ma chaîne ou entre guillemets dans mon délire planétesque, vous pouvez me rejoindre sur Discord le dimanche de 21h à minuit et je me tiens disponible en vocal pour pouvoir parler avec vous, pour pouvoir jouer avec vous à des jeux vidéo diverses et variés. Et donc, ça doit faire un bon gros mois que j'ai mis en place ce rendez-vous. Malheureusement, je ne sais pas encore si je serai disponible le dimanche. Donc, je sais que dimanche, il y aura le live de découverte, ça c'est sûr et certain. Par contre, je ne sais pas si le soir je serai disponible pour la veillée, je vous tiendrai au courant d'ici là. Et puis, même si je suis pas disponible, c'est ce que je disais aux personnes avec qui j'ai déjà pu en parler, même si je ne suis pas disponible, n'hésitez pas à vous rejoindre si vous avez envie de jouer ensemble, etc. sur mon Discord, il n'y a pas de souci. Je vous fais confiance pour pas faire les cons, pour pas foutre le bordel, pour pas être insultants les uns envers les autres, et ainsi de suite. De toute manière, j'ai des yeux et des oreilles partout, donc s'il y a vraiment des problèmes, je le saurai. Et puis, non, je vous souhaite de passer une bonne soirée si vous venez squatter mon Discord. Dans tous les cas. D'ailleurs, n'hésitez pas, j'en profite, n'hésitez pas comme d'habitude à rejoindre le Facebook, le Twitter et le Discord si vous voulez être au courant d'absolument tout. Je dirais que sur Facebook et Twitter, je mets surtout en avant les sorties de rediffusion et les dates de live, et les dates et horaires de live. Par contre sur Discord, c'est vrai qu'on prend plus le temps de discuter, etc. Ça s'y prête beaucoup plus. Donc on prend beaucoup plus le temps de discuter et je partage un petit peu plus d'infos encore, un petit peu plus d'inside et d'insight d'ailleurs on dit. Donc du coup vous avez encore des petites surprises sur Discord en plus que Facebook et Twitter, des images qui fuitent de projets à venir, etc., etc. Bref. Donc voilà pour cette fin de semaine, et du coup la semaine prochaine, comme je le disais, je vais faire une pause entre les deux lectures, donc il n'y aura pas de live de lundi à jeudi inclus. Lundi, mardi, mercredi, jeudi de la semaine prochaine, pas de live, et je vous reviens vendredi soir 21h pour le cauchemar d'Innsmouth avec du coup d'Howard Philip Lovecraft, et avec également en fin de semaine prochaine, très certainement encore une fois, 2 lives de découverte de l'univers de League of Legends. Et vu qu'il n'y aura pas beaucoup de temps, il restera que 2 jours, bah il y en aura certainement un le samedi et un le dimanche. Voili voilou. Ça doit être à peu près le programme de la semaine à venir. Je pense avoir à peu près tout dit. Je dois vous avouer que là, la pause, c'est pas que je suis hypé, enfin je sais pas comment expliquer. C'est pas que je suis complètement désespéré, hein, loin de là, mais c'est vrai que la pause là me tente bien, je me dis ça va me faire du bien. Parce que ne serait-ce que, je vous l'ai déjà expliqué, mais ces derniers temps sur les lives de lecture, j'ai vraiment du mal et j'ai la voix qui se barre en couille à l'infini. Donc je pense que là, prendre 4 jours pleins de pause, ça va peut-être m'aider à me remettre dans le mood et surtout à me reposer les cordes vocales. Je l'espère, en tout cas, je croise les doigts. Donc ouais, je pense que ça va me faire du bien avant de rattaquer avec toujours plus de live, n'est-ce pas? D'ailleurs, la semaine prochaine, on pourra commencer à tenter des choses puisque ça y est, je l'ai reçu. Alors oui, la boîte est ouverte et j'arrive plus à la refermer, mais ça y est, je l'ai reçu. La petite nouvelle caméra C922 Pro HD Stream Webcam de Logitech. Donc voilà, je l'avais commandé il y a de cela pas mal de temps maintenant. Je voulais la recevoir en août. On est en octobre, c'est pas trop grave. Mais du coup, normalement, enfin, un petit step-up sur les lives. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un step-up de qualité graphique, si je puis dire. Donc là, normalement, voilà, un nouveau
petit step up à partir de la semaine prochaine, fin de semaine prochaine. J'espère avoir le temps d'ici là. Normalement je l'aurai, hein, mais d'avoir calibré la webcam et que tout soit impeccable. Et du coup j'ai hâte de voir ce que ça va donner, j'ai hâte de voir si ça va rendre bien et si ça va vraiment faire une plus-value visuelle. J'ai très hâte de ça, ça me hype bien. Et du coup les amis, comme je le disais, ce soir nous lisons la deuxième moitié du chapitre 11 de Je suis un chat de Natsume Soseki. Donc là, plus que d'habitude encore, ça va peut-être être compliqué pour vous, chers lecteurs, enfin pour vous, chers viewers, pardon, de reconstituer le discours, de vous souvenir de ce qui a précédé et de l'embrayer avec la suite le plus facilement possible. C'est pourquoi je vais relire, je pense, quelques paragraphes auparavant. En tout cas, quelques tirades, puisqu'on est en plein milieu d'un dialogue. Donc ouais, je pense que je vais bien reprendre une page avant. Donc si vous avez suivi l'épisode précédent, ne vous étonnez pas d'avoir des textes familiers, c'est normal. J'ai repris un peu plus tôt pour mieux faire le liant. Sachant donc qu'on est dans un dialogue entre Kangetsu, Meitei, Tofu, le professeur Kushami, Dokusen, le vieux sage, et toujours notre narrateur chat, bien entendu. Et sachant que ce qui a intéressé le plus ce chapitre était notamment une partie de Go entre Dokusen et Meitei, par exemple. Mais surtout le récit très attendu et très, très écouté, ça dépend, écouté avec plus ou moins d'enthousiasme par notre auditoire. Donc le récit de Kangetsu qui explique comment il a acheté un violon, comment il en a joué, ou plutôt comment il n'en a pas joué au final. Et donc voilà, on reprend vraiment à la fin de son récit, et aux réactions du coup que va provoquer son récit sur son auditoire. Je vous souhaite la bonne santé les amis, installez-vous bien tranquillement, chaudement, tout pilou-pilou avec un coussin et sous les couvertures, n'est-ce pas? Santé. Et je vais pouvoir me lancer. Alors j'ai regardé tout à l'heure à quel tirade j'allais reprendre, mais je me demande quand même où est-ce que je reprends vraiment. Ouais, je pense que je vais faire ça. Je pense que je vais reprendre la dernière grande tirade de Kangetsu, qui est en train donc de venir à la fin de son récit, à la fin de son histoire. Donc ça me fait reprendre quasiment 2 pages en arrière, mais bon, ça sera plus facile, je pense, pour la compréhensibilité de cette lecture. Je vous souhaite à tous une bonne écoute, que vous me regardiez en live sur Twitch ou en rediffusion sur YouTube. D'ailleurs, merci d'être là et bonsoir Zikael, comment tu vas? Moi ça va plutôt bien, merci de le demander. Bonne écoute Zikael, bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et à ceux qui me regardent sur YouTube. Je vous reviens d'ici une vingtaine de minutes. Je m'arrête à quelle page déjà? J'avais dit 478 il me semble, ouais je vais faire ça. De toute manière, encore une fois, les découpes aujourd'hui seront très arbitraires parce que on est sur un chapitre entièrement dialogué quasiment. Donc c'est compliqué pour moi de faire des découpes qui ne sont pas gênantes malheureusement. Bref, on est reparti, à tout à l'heure. Chapitre 11, suite. Je reviens à moi et je regarde les alentours. Toute la montagne est dans un profond silence, on n'entend même pas le bruit d'une goutte de pluie. Je cherche quel est le cri que j'ai entendu, car il est trop aigu pour une voix humaine, trop fort pour un cri d'oiseau, et pour un cri de singe il n'y a probablement pas de singe dans ces parages. Que peut-il être? Tout en cherchant d'où il provient, je m'aperçois que les pensées profondément sereines qui m'imprégnaient jusqu'alors s'étaient changées en désordre et confusion. Un mélange de sentiments indistincts envahissant mon cerveau avec la frénésie qui accueillit le prince de Connacht lors de sa venue à Tokyo. Tous les pores de mon corps s'ouvrent, et mon courage, ma force morale, mon discernement, mon calme, tout cela s'évapore d'un coup, comme de l'alcool de mauvaise qualité qu'on frotte sur des jambes poilues. Mon cœur se met à danser sous mes côtes et mes jambes commencent à vibrer, comme le petit arc qu'on place au sommet d'un cerf-volant. Je n'en peux plus. Soudain, je me couvre la tête avec la couverture, je prends le violon sous mon bras, je redescends à toute allure les 8 kilomètres du chemin de montagne, je rentre chez moi et je me jette dans mon lit.
Tofu, je n'ai jamais eu de ma vie une telle impression de malaise. Ensuite, c'est tout. Tu n'as pas joué du violon? Mais je ne pouvais pas. Ce cri, tu n'aurais pas pu en jouer toi non plus. Il manque un petit quelque chose à ton histoire. Peut-être, mais j'ai dit ce qui s'est passé. Qu'en pensez-vous? Demande Kangetsu, en jetant fièrement un regard circulaire sur l'assistance. Ha 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 ha! Excellent! Tu as dû avoir beaucoup de peine pour faire arriver ton histoire jusqu'ici. Je t'écoutais sérieusement, croyant qu'une Sandra Belloni masculine allait apparaître en Extrême-Orient. Lance Meitei, espérant qu'on va lui demander d'expliquer qui est Sandra Belloni, mais comme personne ne l'interroge, il enchaîne aussitôt. Sandra Belloni jouant de la harpe sous la lune et chantant des chansons italiennes dans une forêt. Kangetsu montant sur le mont Koshin en serrant son violon. Cela évoque le même talent, mais avec des résultats différents. Par malheur, si Sandra Belloni a surpris la nymphe de la lune, tu as été surpris par quelques blaireaux dans un vieux marécage. De cette petite différence vient que ton histoire est comique, alors que Sandra Belloni est sublime. C'est dommage. Pas tant que cela, dit Kangetsu, avec un calme inattendu. C'est parce que tu veux poser au violoniste au sommet... Pardon. C'est parce que tu veux poser au violoniste au sommet d'une montagne que tu as été effrayé de cette façon. Critique durement mon maître, et Dokusen soupire. Un homme de bien veut vivre parmi les démons. C'est regrettable. Mais Kangetsu n'a jamais rien compris à ce que dit Dokusen. Il n'est pas le seul, certainement, car personne d'autre ne doit y comprendre quoi que ce soit. Kangetsu, tu vas toujours polir tes billes de verre à l'école? Demande Meitei au bout d'un certain temps. Non, je suis rentré chez moi ces temps derniers, et j'ai cessé. J'en suis fatigué et j'ai envie d'abandonner ce travail. Mais tu ne pourras pas passer ton doctorat, s'exclame mon maître avec un froncement de sourcils. Kangetsu ne s'affole pas. Mon doctorat? Je n'ai plus besoin d'être docteur ès sciences. Mais le mariage va être retardé. Le mariage? Quel mariage? Le tien, bien sûr. J'épouse qui? La demoiselle Kaneda? Et... Quoi, et... Tu lui es bien fiancé, non? Pas du tout. C'est elle qui va raconter cela. C'est un peu fort. Meitei, tu es au courant de l'affaire. L'affaire? Tu veux dire l'affaire du nez? Toi et moi ne sommes pas les seuls à la connaître. C'est un secret de polichinelle connu du monde entier. Le journal Manchot fait toujours demander quand il aura l'honneur de publier la photographie des nouveaux époux. Tofu a déjà composé un long épithalame, le chant des canards mandarins, depuis 3 mois, mais comme Kangetsu ne se décide pas à passer son doctorat, son chef-d'œuvre risque d'être un trésor inutile. Il n'en peut plus d'inquiétude, n'est-ce pas, Tofu? J'en suis moins embarrassé que vous le dites, mais en tout cas, j'ai l'intention de publier ce poème en le chargeant de toute mon amitié. Ah, tu vois? Ton retard à passer ton doctorat a des conséquences un peu partout. Reprends-toi et polis tes billes. Je suis désolé de vous inquiéter de la sorte, mais je n'ai plus besoin de mon doctorat. Pourquoi? Eh bien, parce que j'ai déjà une femme. Ah, voilà qui est rude. Quand as-tu fait ce mariage secret? On ne peut se fier à rien en ce monde. Kushami, tu as entendu comme moi que Kangetsu a déjà femme et enfant? Pas encore enfant. Je ne suis marié que depuis 1 mois. Enfin, où et quand es-tu marié? Demande mon maître, à la manière d'un juge d'instruction. Quand je suis rentré chez moi, dans mon pays, elle m'attendait. Les bonites séchées que je vous ai apportées aujourd'hui sont un cadeau de mariage de mes parents. 3 poissons seulement? Ils sont un peu avares. Non, j'en ai reçu beaucoup et j'en ai apporté 3. Alors c'est une jeune fille de ta province? Elle a donc le teint foncé? Oui, très foncé. C'est précisément ce qu'il me faut. Que vas-tu faire de la demoiselle Kaneda? Je n'ai rien à en faire? Ce n'est pas très correct. Ton avis, Meitei? Je n'y vois rien de mal. Son père peut la marier ailleurs. De toute façon, le mariage est comme une rencontre fortuite de 2 personnes dans l'obscurité. On pourrait éviter de se rencontrer, mais on cherche le contact, au contraire. Si cela n'a pas de sens, qu'importe l'identité de ceux qui se rencontrent ainsi. Le seul qui soit à plaindre est notre pauvre Tofu, avec son épithalame au canard mandarin. Bah, je peux encore le dédier à monsieur Kangetsu et en composer un autre pour le mariage de mademoiselle Kaneda. Comme tous les poètes, tu ne connais pas de limites à ta créativité. Tu as prévenu les Kaneda? S'inquiète encore mon maître. Non, je n'ai aucune raison de le faire. Je ne leur ai jamais demandé leur fille, et je n'ai rien à leur dire. Je n'ai absolument rien à leur dire. Et puis maintenant, il doit y avoir 10 ou 20 espions sur mon dos, et ils savent tout. Au mot d'espion, mon maître fait brusquement la grimace. Alors, ne dis rien.
Mais cela lui semble encore trop faible, et il continue par un exposé de ses vues sur les gens qui se livrent à l'espionnage. Détrousser une personne à l'improviste est le fait d'un voleur à la tire, et voler les pensées de ceux qui ne sont pas sur leur garde est le fait d'un espion ou d'un détective. Un cambrioleur ouvre la porte d'une maison à l'insu de ses propriétaires, et leur prend des objets, et celui qui lit les secrets des autres en les faisant habilement parler est un espion ou un détective. Celui qui enfonce un couteau dans les nattes du plancher pour prendre l'argent qui est caché dessous est un voleur, et celui qui vole l'intimité des autres en les menaçant est un espion ou un détective. C'est pourquoi l'espion appartient à la même catégorie que les cambrioleurs, les voleurs à la tire et les bandits. Il ne faut pas les fréquenter ou écouter ce qu'ils disent, car on est contaminé par eux. Ne te laisse pas dominer par ces gens-là. Ne vous inquiétez pas. 1000 ou 2000 espions peuvent m'attaquer en rang serré, que je n'aurai pas peur d'eux. Je suis Mizushima Kangetsu, licencié S-Sciences et célèbre polisseur de billes de verre. Bravo, tu es admirable. Voilà un licencié nouveau marié qui ne manque pas d'allant. Mais, Kushami, si les espions sont de la même race que les cambrioleurs, les voleurs et les bandits, que dire de Kaneda et ses semblables qui les emploient? Ils sont aussi de la race de Kumasaka Shohan. Kumasaka? Excellent! Dans une pièce de No, on dit qu'il semble être une seule personne, mais bientôt il se divise en deux, et les deux parties de son corps disparaissent. Mais le Shohan, qui habite de l'autre côté de la rue, est un avare obstiné, qui a fait sa fortune en prêtant de l'argent à la journée à un taux usuraire. Il ne disparaîtra probablement pas de sitôt. Si tu te laisses prendre par cet individu, tu es perdu, Kangetsu. C'est une malédiction pour ta vie entière. Sois prudent. Bah, ne vous inquiétez pas. Ah, quel impudent voleur. Tu as déjà dû voir de quel bois je me chauffe. Pardon. Bah, ne vous inquiétez pas. Ah, quel impudent voleur. Tu as déjà dû voir de quel bois je me chauffe. Si cela ne te suffit pas, je vais passer à l'attaque. Je lui ferai passer un mauvais quart d'heure, dit Kangetsu, sans se départir de son sang-froid, et avec le ton vantard qu'on trouve dans l'école de No, appelé Ocho. Les gens du XXe siècle ont tous peu ou prou tendance à l'espionnage. Pardon, trompé de personnage. Les gens du XXe siècle ont tous peu ou prou tendance à l'espionnage. Je me demande à quoi cela tient, dit Dokusen, qui a le génie de poser des questions sans rapport avec le sujet de conversation du moment. Probablement parce que la vie est chère, répond Kangetsu. Parce qu'on ne comprend plus l'esprit artistique, propose Tofu. Parce que les cornes de la civilisation ont poussé aux hommes et qu'ils sont devenus rêches comme des pralines, avance Meitei. C'est maintenant le tour de mon maître. D'un ton pompeux, il commence un discours. J'ai beaucoup réfléchi à cette question. Selon moi, la tendance à l'espionnage de nos contemporains vient essentiellement d'une trop forte conscience de l'individu. Ce que j'appelle conscience de l'individu n'est pas ce qu'on nomme chez Dokusen l'obtention de l'illumination à la suite de l'intuition immédiate de sa propre nature, ou encore la révélation selon laquelle le moi est un avec l'univers. Oh là, tout ceci est bien compliqué. Kushami, puisque tu nous exposes une thèse aussi grandiose, je me permettrai par la suite, moi Meitei, de critiquer sans contrainte la civilisation de notre temps. Tu peux faire ce que tu veux, de toute façon, tu n'as rien à dire. Erreur, j'ai des choses à dire, j'en ai beaucoup. L'autre jour encore, tu révérais un inspecteur de police à l'égal d'un dieu, et aujourd'hui, tu compares les espions et les détectives à des voleurs. C'est une contradiction du plus bel effet, mais moi, je n'ai jamais changé d'opinion depuis le temps où mes parents n'étaient pas encore nés jusqu'à cet instant. Un inspecteur est un inspecteur, un détective ou un espion est un détective ou un espion. L'autre jour, c'est l'autre jour, et aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Si tu n'as jamais changé d'opinion, cela veut dire que tu n'as fait aucun progrès. On dit que les imbéciles ne peuvent pas devenir avisés. C'est tout à fait toi. Oh, que tu es dur avec moi. Si un détective pouvait être aussi franc, il serait un peu moins méprisable. Tu me compares à un détective? Non, j'apprécie ta franchise, car tu n'es pas un détective. Ne me cherche pas querelle pour si peu, et écoutons la suite de ta théorie. Ce que j'appelle conscience de l'individu est le fait que nous sommes trop conscients de l'existence indéniable d'un fossé entre nos intérêts et ceux des autres. Cette conscience s'affine chaque jour avec les progrès de la civilisation, et nous en arrivons à être incapables de faire naturellement ne serait-ce qu'un petit effort de nos bras ou de nos jambes. Un certain Henley a critiqué Stevenson en disant que chaque fois que ce dernier entrait dans une pièce où se trouvait un miroir, il n'avait de cesse qu'il ne s'y regardât chaque fois qu'il passait devant lui. Il ne pouvait pas s'oublier un seul instant. C'est exactement la situation de nos jours. On ne pense qu'à soi-même, qu'on soit couché ou debout. Où qu'on aille, on bute sur soi-même.
Les actes et les paroles des hommes sont ainsi devenus artificiels, tatillons, étroits. Le monde en est devenu d'autant plus difficile à vivre, et on doit passer toutes ces journées dans le même état d'esprit anxieux d'un jeune homme et d'une jeune fille qui vont faire connaissance lors d'une rencontre organisée pour les amener au mariage. Le calme et la sérénité ne sont plus que des mots vidés de leur sens. De ce point de vue, les gens d'aujourd'hui ont un tempérament de détective, de voleur, car le détective a pour travail d'obtenir de bons résultats en évitant de se faire remarquer, et ce travail est évidemment impossible s'il ne possède pas une forte conscience de lui-même. Le voleur a toujours le souci d'être arrêté ou d'être vu en activité, et il lui faut aussi une forte conscience de lui-même par nature. De nos jours, tout le monde passe son temps à chercher son intérêt, tout en évitant ce qui est à son détriment. Il faut donc aussi posséder une forte conscience de soi-même à l'égal des détectives et des voleurs. L'homme d'aujourd'hui passe ses journées à s'agiter en tous sens et à faire ses petites besognes secrètes, et il ne s'arrête que dans la tombe. C'est la malédiction de la civilisation. C'est on ne peut plus stupide. Ce sont des vues intéressantes, dit Dokusen, qui ne sait pas rester tranquille lorsque la conversation prend une tournure de ce genre. L'explication de Kushami a mon approbation. Jadis on enseignait aux gens à s'oublier, mais aujourd'hui on leur enseigne le contraire. C'est pourquoi il n'y a plus de temps pour la paix de l'âme, on est perpétuellement en enfer. Le meilleur remède en ce monde consiste à s'oublier. Cette perfection est exprimée dans le poème « Entrer dans le détachement de soi-même sous une nuit de lune ». Les gens de maintenant ont de la gentillesse, mais ils manquent de naturel. Les actes que les Anglais louent en employant le mot nice sont remplis de conscience de soi-même à un point étonnant. Quand un prince anglais est allé un jour en Inde, il a dîné avec la famille royale de ce pays. Les membres de cette famille, oubliant qu'ils se trouvaient devant un prince étranger, ont suivi la coutume de leur pays en mangeant des pommes de terre avec leurs doigts. Quand ils se sont aperçus de leur bévue, ils sont devenus rouges de honte, mais le prince, comme s'il n'avait rien remarqué, a pris une pomme de terre avec 2 doigts. « C'est cela la manière anglaise » demande Kangetsu. Mon maître enchaîne avec une autre histoire. J'ai entendu dire que dans une certaine caserne anglaise, les officiers d'un régiment avaient invité un sous-officier à dîner. À la fin du repas, comme on apportait les rince-doigts dans des bols de verre, le sous-officier, peu habitué aux usages de ces réceptions, a porté un de ces bols à ses lèvres et a bu l'eau qu'il contenait. Alors l'officier commandant le régiment a soudain déclaré qu'il buvait à la santé du sous-officier, et il a avalé d'un trait l'eau de son rince-doigt. Les autres officiers, pour ne pas être en reste, ont bu également l'eau de leur rince-doigt à la santé du sous-officier. Meitei, qui déteste se taire, poursuit. Il y a encore une histoire dans ce genre. Lorsque Carlyle a été reçu pour la première fois par la reine, il n'était pas habitué à l'étiquette de la cour, et comme il était un peu excentrique, il s'est brusquement assis en invitant la reine à l'imiter. Les nombreux courtisans et dames d'honneur qui étaient derrière la reine se sont mis à pouffer. Non, ils allaient se mettre à pouffer quand la reine s'est tournée vers eux, leur a fait un petit signe, et tout le monde s'est retrouvé assis pour ne pas faire perdre la face à Carlyle. Il y a des actes de gentillesse remarquablement ingénieux. Carlyle ne se serait peut-être pas soucié qu'il reste debout, commente Kangetsu. La conscience de soi, de la part d'une personne aimable, est peut-être une bonne chose, poursuit Dokusen. Mais le malheur est qu'il est d'autant plus difficile d'être aimable qu'on est conscient de soi. On dit à l'ordinaire qu'avec le progrès de la civilisation, la cruauté disparaît et les relations entre les hommes deviennent plus cordiales. C'est une grossière erreur. Comment pourrait-elle devenir cordiale quand la conscience de soi est si forte chez les hommes ? Certes, tout semble paisible et calme au premier regard, mais en réalité les relations entre les hommes sont à douleur, comme 2 lutteurs aux prises au centre de l'arène et immobiles l'un contre l'autre. Au premier abord, ils ont l'air on ne peut plus calmes, mais en eux-mêmes, ils sont comme des vagues en furie. Les disputes dans le vieux temps se réglaient par la violence, ce qui leur conférait plutôt une sorte d'innocence, alors que de nos jours, elles demandent de l'esprit et de la ruse, ce qui augmente la conscience de soi, lance Meitei, qui estime que son tour est venu de parler. Bacon a dit qu'on vainc la nature en se conformant à ses lois, et les disputes de maintenant prouvent qu'il avait hautement raison. C'est un peu comme le judo, où on essaie d'utiliser la force de l'adversaire pour le terrasser. Ou encore comme l'énergie hydroélectrique. On ne s'oppose pas à la pression de l'eau, on l'utilise habilement pour en faire de l'électricité, commence Kangetsu. Mais Dokusen l'interrompt et continue à sa place. Ainsi, on est lié par la pauvreté quand on est pauvre, par la richesse quand on est riche, par la tristesse quand on est triste et par le bonheur quand on est heureux.
Un génie est terrassé par son talent, un savant est vaincu par sa science, et un colérique, comme Kushami, si on tire parti de ses accès de rage, se précipite à l'aveuglette et tombe victime de filou. Bravo, bravo crie Meitei en applaudissant. Mon maître répond, avec un large sourire. Ce n'est pas aussi simple que tu le dis. Et tout le monde éclate de rire. À propos, qu'est-ce qui aurait raison d'un Kaneda? Sa femme sera vaincue par son nez, lui par son inhumanité, et ses acolytes le seront par les effets de leur espionnage. Sa fille? Sa fille, je ne sais que dire, ne l'ayant jamais vue, mais je présume qu'elle se perdra dans la nourriture, les beaux habits ou peut-être même la boisson. Il paraît peu probable que l'amour la perde. Il est encore possible qu'elle finisse comme Komachi au stupa. Cela, c'est un peu cruel, proteste Tofu, qui s'est donné la peine de dédier un poème de style nouveau à la demoiselle. Voilà pourquoi il y a une parole très importante. Avoir le cœur pur, délivré du démon des possessions. L'homme ne peut que souffrir s'il n'arrive pas à cet état. Avance Dokusen, qui parle toujours comme s'il avait tout compris. Ne te vante pas trop, mon cher. Tu pourrais toi-même être terrassé par un éclair qui coupe la brise à l'envers. Quoi qu'il en soit, je n'ai plus envie de continuer à vivre si la civilisation avance de cette façon, annonce mon maître. Ne t'inquiète pas, tu mourras un jour, réplique aussitôt Meitei. J'ai encore moins envie de mourir, s'entête mon maître. On ne comprend plus rien à ce qu'il veut. Personne ne réfléchit à sa naissance, mais tout le monde trouve beaucoup de peine à mourir, pontifie froidement Kangetsu. C'est la même chose que lorsqu'on emprunte de l'argent. Quand on l'emprunte, on le fait sans inquiétude, mais quand il faut le rendre, on est bien ennuyé, répond instantanément Meitei. De même que sont heureux ceux qui ne pensent pas à rendre l'argent emprunté, heureux ceux qui ne s'inquiètent pas de mourir, prêche Dokusen, toujours aussi détaché des choses de ce bas monde. Selon toi, ce sont les gens effrontés qui ont la meilleure compréhension de la vie? Oui, dans la secte zen on dit l'aspect d'un taureau de fer avec le cœur d'un taureau de fer. Le taureau a un aspect et un cœur de fer. Et tu en es le modèle, n'est-ce pas? Pas précisément. Mais on a commencé à s'inquiéter de la mort après l'invention de la maladie, dite gastralgie d'origine psychosomatique. Je vois. Toi, tu appartiens sans conteste à la catégorie de ceux qui sont nés avant cette invention. Pendant que Meitei et Dokusen se livrent à cet étrange dialogue, mon maître poursuit sa critique de la civilisation devant Kangetsu et Tofu. Le problème est de savoir comment on peut se dispenser de rendre de l'argent emprunté. Il n'y a pas de problème, on doit rendre ce qu'on a emprunté. Attends, ce n'est qu'une discussion. Laisse-moi parler et écoute. Le problème est de savoir comment on peut se dispenser de rendre de l'argent emprunté, et de la même façon il faudrait chercher comment on pourrait se dispenser de mourir. Ou plutôt il fallait chercher, car cela c'est de l'alchimie, et toute l'alchimie est un échec. Il est maintenant établi que l'homme ne peut pas échapper à la mort. C'était déjà établi avant l'alchimie. Je te dis que ce n'est qu'une discussion, tais-toi et écoute. Écoute bien. Car s'il est clair que l'homme doit mourir, une deuxième question se pose. Ah? S'il faut mourir, comment doit-on mourir? C'est la deuxième question. Le club du suicide est destiné à naître avec elle. Je vois. Il est pénible de mourir, mais il l'est encore plus de ne pas pouvoir mourir. Pour ceux qui ont de la gastralgie nerveuse, il est beaucoup plus pénible de vivre que de mourir. Ils s'inquiètent donc de leur mort, non parce qu'ils doivent mourir, mais parce qu'ils se préoccupent de chercher le meilleur moyen de mourir. La plupart des gens n'ont pas une grande intelligence, et ils laissent les choses suivre leur cours naturel, puis le monde et ses difficultés finissent par les tuer. Mais les hommes de caractère ne se satisfont pas d'une mort à petit feu, sous les méchancetés du monde. Ils méditent sur les modalités de leur mort, et après une longue délibération, ils ont une idée originale. Je peux donc assurer que dans l'avenir, la tendance générale sera à l'augmentation des suicides, et que ceux qui se suicideront quitteront ce monde d'une façon qui portera leur marque personnelle. La vie va devenir effrayante. Oui, elle va le devenir sans aucun doute. Arthur Jones met souvent en scène un philosophe qui préconise le suicide dans ses pièces. Et il se suicide? Non, malheureusement. Mais dans 1 millier d'années, tout le monde se suicidera. Dans 10 000 ans, on pensera au suicide comme à la seule façon de mourir. Tout cela est terrible. En effet, ce l'est. Alors on se mettra à étudier sérieusement le suicide, qui deviendra l'objet d'une science de plein droit. Et dans les écoles, comme celle du nuage descendant, on enseignera la suicidologie au lieu de la morale. C'est étrange. J'ai presque envie d'aller écouter ce genre de cours. Vous avez entendu, monsieur Meitei, la grande théorie de monsieur Kushami? Oui, j'ai entendu.
Ce jour-là, voilà ce que dira le professeur de morale à l'école du nuage descendant. Mes enfants, vous n'avez pas à respecter ce tas de vieilles coutumes barbares que l'on nomme la moralité publique. Votre premier devoir en tant que jeunes gens de ce monde est le suicide. Mais comme il est licite de faire aux autres ce que vous aimeriez vous faire à vous-même, vous pouvez faire progresser d'un pas la notion de suicide et la transformer en meurtre. En particulier, le pauvre savant Shino Kushami, qui demeure près de cette école, semble clairement trouver de grandes difficultés à vivre, et votre devoir est de le tuer au plus vite. Comme nous sommes maintenant dans une ère de lumière, vous ne devez pas employer, comme cela se faisait autrefois, de moyens lâches comme la lance, la hallebarde ou quelques projectiles. Tuez-le au moyen du noble art de la calomnie. Raillez-le jusqu'à ce qu'il en succombe. Ce sera un acte de charité pour lui, et vous en retirerez de l'honneur. C'est un cours intéressant. Et je vais m'arrêter là pour la première partie de lecture de ce soir, les amis. On se marque une courte pause. Et du coup, merci Petit Poulpe Dissident d'être passé faire un petit coucou. Et puis bah, si tu n'es plus là, tant pis. Tant pis, je vais chialer. Non mais ça m'a fait plaisir que tu passes anyway. Bonsoir Midori Yazawa. Bonsoir, bonsoir, ça me fait plaisir de te voir. Comment tu vas? Comment vous allez tous? Il est vachement particulier ce début de texte ce soir. Je trouve ça trop bizarre. Je sais pas mettre des mots spécifiquement dessus. On est parti sur des discussions beaucoup plus... je sais pas si je peux dire abstraites en fait, parce que limite c'est concret. En tout cas, on est plus parti sur de la pensée, de la philosophie, voire de la morale. C'est assez étrange, je trouve, la discussion qui se déroule. Et on a l'impression, et ça marche plutôt bien, je trouve. Là où parfois j'avais tendance à dire que les personnages se marchaient les uns sur les autres et que du coup ils empêchaient le dénouement du récit de leurs compères. Là, je trouve que pendant quelques pages, le rythme était très bien géré, vraiment de chacun vient apporter sa pierre avec une nouvelle partie d'histoire, une nouvelle pensée sur le sujet. Donc j'ai trouvé ça intéressant. Mais là, c'est vrai qu'on est limite dans du débat philosophique, dans du débat d'idées en tout cas. Et ouais, c'est complexe, c'est très complexe. Là, on a une multiplicité de points de vue. Parce que vraiment, chaque personnage, et il y en a 5, c'est ça? Kushami, Tofu, Meitei, Dokusen. Kushami, Tofu, Meitei, Dokusen, Kangetsu. Donc ouais, il y a 5 personnages. Donc un dialogue à 5, ça fait quand même beaucoup de points de vue différents. Ça fait un kaléidoscope comme ça. Ouais, c'est intéressant, mais c'est un peu perturbant, je trouve. C'est intéressant, mais je m'attendais pas à ça. Jusqu'à présent, j'ai pas eu l'impression... Enfin, comment dire? En tout cas, là, j'ai l'impression qu'on est à un virage et que c'est un peu écrit d'une manière différente du reste. C'est étrange. Peut-être parce que, justement, c'est le dernier chapitre et que c'est le chapitre final. Donc, du coup, peut-être qu'il y a vraiment la volonté, entre guillemets, de finir en apothéose de la part de Soseki et de peut-être, voilà, vouloir tenter une nouvelle idée, une nouvelle manière d'approcher le dialogue, le texte, le style. Mais c'est vrai que là, il y a tout un tas de sujets... lourd en plus, parce que bon, là on parle du suicide quand même s'ils en parlent de manière assez légère. On parle de sujets lourds d'un seul coup. Et ouais, chacun y va de sa petite théorie perso, de sa petite idée sur la chose. C'est intéressant, mais limite j'aurais voulu que plus du roman soit écrit de cette manière. Mais ouais, c'est particulier. J'attends en fait de voir quelle va être la résolution, en quelque sorte, de ce dialogue, ou en tout cas de ce pan de dialogue, même si, jusqu'à présent, on est beaucoup sur des dialogues fleuves, où les idées s'enchaînent un petit peu sans grande cohérence, entre guillemets. Enfin, de toute manière, vous l'avez bien vu, mais il n'y a pas vraiment d'histoire à ce roman. C'est plus de la bribe de vie, et du coup, il n'y a même pas vraiment de fil rouge. Il n'y a pas vraiment un thème global, un thème général qui recouvre toute l'œuvre, je trouve, à part, à part vivre des bribes de vie de Kushami et du chat.
donc le narrateur. Donc c'est vrai que c'est un peu particulier quand même. Même si, voilà, on va dire qu'en fil rouge, il y a forcément les personnages, bien entendu, et de manière sous-jacente, le fait que Kushami soit en mauvaise santé, qu'il a l'air plutôt quand même très misanthrope, je trouve. En tout cas, très grognon. Et ce, peut-être aussi à cause de sa maladie, justement. Et du coup, voilà, toujours ce truc très bizarre, parce qu'on sait que Soseki a mis beaucoup d'éléments autobiographiques dans le personnage de Kushami. Donc c'est étrange qu'il décrive ce personnage de manière si... je vais pas dire négative, mais... de manière si... déplaisante, entre guillemets. Donc ouais. C'est comme s'il parlait très très mal de lui. Quelque part, c'est un peu de l'autodérision, et quelque part, c'est peut-être un peu... ouais, on peut comprendre du coup le côté satirique par là, quoi, mais c'est vrai que c'est un peu étrange. C'est un peu étrange. C'est intéressant, mais étrange. J'arrive en plein milieu, du coup je ne peux pas me prononcer sur le sujet. Ouais, bah oui, normal, Midori, pas de soucis. Et du coup, bah, je sais plus si je t'avais répondu, mais ça va plutôt bien, à l'exception que je suis quand même assez fatigué de la gorge. Donc là, il est temps que je fasse une pause dans les lives avant de vous revenir vendredi. Mais ouais, ça va me faire du bien de faire une petite pause là. En tout cas, ouais, franchement, vous le savez, mon goût général, mon avis plutôt général sur ce roman est vachement mitigé. Et il y a des choses que j'ai vraiment bien appréciées, il y a d'autres choses où je suis beaucoup moins fan. Et là c'est plutôt un moment que j'ai bien kiffé parce que je le trouve singulier dans le roman, quoi. Donc bon, j'aime bien qu'on tente des choses un peu différentes, et qu'on voit différentes facettes dans une même œuvre. Reste plus qu'à voir où cette discussion va nous mener, et par quelle autre discussion elle va être balayée, parce que je pense que c'est ce qui va arriver. Et du coup, comme je le disais, petit poulpe dissident, coucou et merci d'avoir fait un coucou tout à l'heure. Je pense que je vais reprendre la lecture sans plus de cérémonie. Et puis, je vais relire 11 pages, je pense. Donc, du coup, ça me ferait du 489. Donc, il faudrait que je m'arrête à peu près là. Ok. Ok, ok. Bon, encore une fois, hein, malheureusement, les découpes sont totalement arbitraires. Mais en plein dialogue, c'est hyper compliqué pour moi de faire des découpes classiques. Je pense que je vais reprendre en plein milieu de la tirade de Meitei pour faire le lien avec la partie de lecture d'avant et que vous compreniez facilement l'enchaînement. Je pense que ce sera bien. Donc voilà, je vais reprendre la tirade de Meitei à peu près au milieu. On est y part. Bonne écoute Midori, bonne écoute Zikael, bonne écoute Petit Poule, bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et à ceux qui me regardent en rediffusion sur YouTube. Et à tout à l'heure pour la deuxième pause de ce soir. Chapitre 11, suite. Votre premier devoir en tant que jeunes gens de ce monde est le suicide. Mais comme il est licite de faire aux autres ce que vous aimeriez vous faire à vous-même, vous pouvez faire progresser d'un pas la notion de suicide et la transformer en meurtre. En particulier, le pauvre savant Shino Kushami, qui demeure près de cette école, semble clairement trouver de grandes difficultés à vivre, et votre devoir est de le tuer au plus vite. Comme nous sommes maintenant dans une ère de lumière, vous ne devez pas employer, comme cela se faisait autrefois, de moyens lâches comme la lance, la hallebarde ou quelques projectiles. Tuez-le au moyen du noble art de la calomnie. Raillez-le jusqu'à ce qu'il en succombe. Ce sera un acte de charité pour lui, et vous en retirerez de l'honneur. C'est un cours intéressant. Il y en a encore. Maintenant, la police se préoccupe avant tout de protéger la vie et les biens des citoyens. Mais plus tard, les agents de police iront massacrant les citoyens de ce monde avec des bâtons, comme les tueurs de chiens. Pourquoi ? Pourquoi ? Mais parce que maintenant les gens tiennent à la vie, et la police les protège. Mais dans l'avenir, les populations trouveront la vie si dure à supporter que les policiers iront les battre à mort par pitié. Certes, les gens qui auront quelque bon sens se suicideront, et ceux à qui les policiers devront casser les reins ne seront que les faibles de volonté, les idiots ou les infirmes qui seront incapables de se détruire eux-mêmes. Alors ceux qui voudront se faire tuer poseront une pancarte sur leur porte d'entrée, disant par exemple
Ici un homme ou une femme désire être tué, et un policier viendra dès qu'il le pourra pour exaucer ce désir. Les cadavres? Les cadavres seront ramassés dans une charrette que les policiers traîneront derrière eux. Tout cela devient de plus en plus remarquable. Votre plaisanterie n'a pas de fin, dit Tofu, éperdu d'admiration. Dokusen commence alors lentement à parler, en tripotant sa barbiche. On peut considérer cela comme une plaisanterie, mais c'est peut-être aussi une prophétie. Ceux qui n'ont pas profondément pénétré la vérité sont toujours prisonniers des liens que forment les phénomènes de ce monde, et ne croyant qu'à ce qu'ils ont sous les yeux, ils veulent à tout prix prendre pour des réalités éternelles des rêves et des illusions sans plus de consistance que de l'écume ou des embruns à la surface de l'eau. Quand on leur dit quelque chose qui sort un peu du commun, ils le tournent en plaisanterie. Comment l'hirondelle et le moineau minuscule comprendraient-ils l'âme du grand phénix, n'est-ce pas? Dit Kangetsu avec révérence, et Dokusen, d'un air approbateur, continue. Il y avait jadis en Espagne une ville du nom de Cordoue. Elle n'y est plus maintenant? Elle y est peut-être encore, l'époque n'a pas d'importance. Une coutume de l'endroit était que, lorsque la cloche de l'église sonnait l'angélus à la fin du jour, toutes les femmes sortaient de chez elles pour aller se baigner à la rivière. En hiver aussi? Je n'en sais rien. Mais il reste que nobles ou roturières, jeunes ou vieilles, elles allaient toutes se plonger dans la rivière. Aucun homme ne se joignait à elles. Les hommes les regardaient de loin, ils regardaient leur peau blanche se mouvant confusément sur l'eau dans l'obscure grisaille du soir. C'est poétique, on pourrait en faire un poème de nouveau style. Comment s'appelle cette ville? Demande Tofu, qu'une allusion à des femmes nues suffit à faire pencher en avant. Cordoue. Alors les jeunes gens de la ville, qui regrettaient de ne pas pouvoir se baigner avec les femmes et de ne pas même pouvoir les regarder clairement de loin, ont fait une petite farce. Eh, de quelle manière? Se réjouit Meitei au seul mot de farce. Ils ont graissé la patte du sonneur de cloche et l'ont persuadé de sonner avec 1 heure d'avance la tombée du jour. Comme les femmes ont la tête légère, elles se sont rassemblées près de la rivière dès que la cloche a sonné, et sont entrées dans l'eau en chemise et caleçon. Mais cette fois le soir ne tombait pas. Le soleil d'automne ne brillait pas violemment? Une foule d'hommes s'était réunie sur le pont. Les femmes étaient honteuses, mais elles ne pouvaient rien faire d'autre que rougir. Alors, je veux dire qu'il faut prendre garde, car l'homme est aveuglé par ses habitudes quotidiennes, et il oublie les principes fondamentaux. Ah, c'était un bon prêche. Laissez-moi vous raconter encore une histoire à propos de cet aveuglement né des habitudes des hommes. J'ai lu l'autre jour dans un magazine une nouvelle concernant une escroquerie. Supposons que je tiens un magasin d'antiquités et de tableaux. Je mets dans la vitrine des tableaux de maîtres et des objets utilisés par des hommes célèbres. Naturellement, ce ne sont pas des faux, mais des articles de premier ordre, d'une authenticité indiscutable. Ils sont donc chers. C'est alors qu'arrive un client qui aime les choses rares et il me demande le prix de telle peinture de Motonobu. Si elle vaut 600 yens, je lui dis 600 yens. Le client a envie de la peinture, mais comme il n'a pas cette somme d'argent, il me répond qu'il regrette, mais qu'il renonce à l'achat. Il emploie obligatoirement ces mots-là? Demande mon maître, qui ne comprend rien au théâtre ni aux acteurs. Meitei reste impassible. Bah, ce n'est que du roman. Supposons qu'il parle de cette façon. Je lui dis alors que le paiement n'a pas d'importance, et que si la peinture lui plaît, il peut l'emporter. Le client hésite. Alors je lui suggère de payer par mensualité, par petites mensualités étalées sur une longue période, en lui disant de ne pas se gêner, puisque de toute façon, il va m'honorer de sa clientèle. Je lui propose 10 yens par mois, et je vais même jusqu'à lui offrir de payer 5 yens par mois, le cœur léger. Il y a encore un bref échange de questions et de réponses entre lui et moi, et finalement je lui vends une peinture de maître Kanomoto Nobu pour 600 yens, payable par mensualité de 10 yens. Cela ressemble à l'achat de l'encyclopédie du Times. Le Times est digne de confiance, alors que moi c'est tout le contraire, car c'est maintenant que commence mon escroquerie. Écoutez-moi bien. Kangetsu, en combien d'années penses-tu qu'on puisse couvrir un paiement de 600 yens à raison de 10 yens par mois? En 5 ans, bien sûr. 5 ans, bien sûr. Dokusen, penses-tu que 5 ans font une longue période ou une courte? Une pensée peut être aussi longue que 10 000 ans, et 10 000 ans peuvent ne durer que le temps d'une pensée. 5 ans peuvent être une courte période ou une longue. Cela dépend. Que viens-tu de nous citer là? Un poème didactique? Il n'a aucun sens. Si donc il faut payer 10 yens chaque mois pendant 5 ans, le client doit faire ses paiements 60 fois. C'est là qu'intervient la redoutable force de l'habitude. Car si le client répète 60 fois la même chose,
il se sentira entraîné à payer 10 yens la 61e fois encore. De même, il voudra payer la 62e fois, puis viendra la 63e, car en somme, la répétition de ces paiements l'amènera à ne plus se sentir tranquille tant qu'il n'aura pas payé ses 10 yens au moment de l'échéance. L'homme est intelligent à première vue, mais il se laisse abuser par l'habitude, et il finit par oublier l'essentiel. C'est un énorme point faible qui permet de gagner 10 yens par mois à plusieurs reprises. Ah ah ah, je ne crois pas que le client serait aussi distrait, dit Kangetsu en riant. Mais mon maître, l'air assez sérieux, confesse, comme si ses erreurs étaient universellement répandues. Non, ce genre de choses arrive. Moi-même, j'ai rendu le montant de ma bourse d'études à l'université par mensualité, sans tenir de compte. À la fin, c'est le bureau de l'université qui a dû me dire que je n'avais plus rien à payer. Ah, tu vois, il y a des gens assez distraits pour cela, donc j'ai raison. Ceux qui rient de ce que j'ai dit récemment sur l'avenir de la civilisation, en le prenant pour une plaisanterie, sont ceux-là même qui trouveraient bon de payer des mensualités toute leur vie, quand 60 paiements suffiraient. En particulier des jeunes comme Kangetsu et Tofu, qui manquent encore d'expérience, doivent écouter ce que nous disons et faire attention à ne pas être escroqués. C'est entendu. Nous veillerons à payer nos mensualités jusqu'à la 60e, pas une de plus. Cela a l'air d'une plaisanterie, mais cette histoire est pleine d'enseignements, Kangetsu, dit Dokusen. Par exemple, si Kushami ou Meitei te disaient qu'il est inconvenant de te marier sans le dire aux autres, et te conseiller de t'excuser auprès de ce Kaneda, le ferais-tu? Faites-moi grâce des excuses à Kaneda. S'il s'excusait lui-même, ce serait différent, mais pour ma part, je n'en ai pas l'intention. Si la police t'ordonnait de présenter des excuses, je le ferais encore moins. Et si un ministre ou un personnage de la noblesse te le demandait, encore bien moins. Ah, tu vois, il y a ainsi une grande différence entre les gens de jadis et ceux de nos jours. Dans l'ancien temps, un homme faisait n'importe quoi sous l'autorité de ses supérieurs. Par la suite, on en est arrivé à une époque où il y avait des choses qui ne se faisaient pas, même sur ordre d'en haut. Maintenant, nous vivons dans un monde où même une altesse ou une excellence ne peut exercer son autorité sur les individus que jusqu'à un certain degré. En exagérant, on pourrait dire que dans le monde actuel, plus un homme a d'autorité, plus il fait naître de mauvaise volonté et de résistance chez ceux qu'il veut influencer. C'est pourquoi notre monde est si différent de celui de jadis, car maintenant il y a un nouveau phénomène. On ne fait pas quelque chose parce que c'est la volonté d'un supérieur. On accepte comme allant de soi des choses qui auraient été impensables autrefois. Les changements qui se produisent dans le monde et la nature humaine sont extraordinaires, et on peut considérer l'histoire futuriste de Meitei comme une simple plaisanterie si on veut, mais elle est pleine de sel si on pense qu'elle rend réellement compte de ses faits. Avec le soutien d'un ami pareil, j'ai envie de continuer à toute force mon histoire à propos de notre avenir. Comme vient de l'exposer Dokusen, les gens qui s'abritent sous le prestige de l'autorité des grands de ce monde, ou qui s'arment de 200 ou 300 lances de bambou pour en faire à leur tête, sont des têtes dures aussi démodées que ceux qui veulent faire la course avec un train en montant dans un palanquin. Bah, ce ne sont que les meneurs d'une bande de sots, des Shohan à la petite journée, et il suffit de les regarder se démener. Mais mon histoire ne s'arrête pas à des questions passagères d'aussi bas étage. C'est un phénomène social qui intéresse le destin de l'homme tout entier. À considérer soigneusement les tendances de notre civilisation actuelle, je peux prédire que dans un avenir lointain, le mariage deviendra une impossibilité. La raison ? La voilà. Comme je viens de le dire, nous sommes dans un monde centré sur l'individu. Quand une famille était représentée par le chef de maison, un district par un administrateur et une province par un seigneur, il n'y avait pas de personnalités en dehors de celles de ses représentants. Ou s'il y en avait, on ne les reconnaissait pas. Quand tout cela change complètement, tout le monde veut affirmer sa personnalité et se séparer des autres en tant qu'individu. Lorsque deux personnes se rencontrent en chemin, elles se croisent en s'affrontant au fond de leur cœur. Si tu es un homme, j'en suis un aussi. Voyez comme l'individu est devenu fort. Mais si les individus sont devenus forts, cela implique qu'ils sont aussi devenus faibles. Ils sont forts en ce que les autres ne peuvent plus aisément leur faire du mal, certes, mais ils sont en même temps faibles en ce que, à la différence de jadis, ils ne peuvent plus porter la main sur les autres à leur gré. Ils sont heureux de leur nouvelle force, mais comme leur faiblesse les rend insatisfaits, ils s'accrochent fermement à leur position de force pour ne pas subir la plus petite intrusion de la part des autres, et en même temps, ils cherchent à se débarrasser autant que possible, et même si c'est impossible, de leurs points faibles pour pouvoir molester un petit peu leurs semblables. Les hommes finissent alors par manquer d'espace entre eux, et la vie devient difficile. On essaie de vivre en se gonflant le plus possible, à éclater, et on étouffe. Comme on est à l'étroit, on cherche toutes sortes de moyens pour se créer un peu de place et de liberté de mouvement.
C'est ainsi que l'homme a créé lui-même les instruments de son malheur, et le premier moyen qu'il a inventé dans l'excès de ses souffrances est de faire vivre séparément les parents et les enfants. Allez donc dans les montagnes du Japon, et vous y verrez tous les membres d'une famille vivre dans la même maison. Là, il n'y a pas de personnalité à affirmer. Et y en aurait-il une qu'on ne prendrait pas la peine de le faire? Tout est donc bien ainsi. Mais les gens civilisés doivent s'affirmer autant que possible, même entre parents et enfants, sous peine d'être écrasés. Il s'ensuit naturellement que parents et enfants doivent vivre séparément pour leur propre sécurité. Ce système a été établi en Europe plus tôt qu'au Japon, car la civilisation y est plus avancée. Quand il arrive que parents et enfants habitent ensemble, on voit le fils emprunter à intérêt de l'argent à son père, ou lui payer sa pension comme à un étranger. Cette louable coutume ne peut exister que parce que le père reconnaît et respecte la personnalité de son fils. Nous devons à tout prix l'importer tôt ou tard au Japon. Les parents s'étant séparés depuis longtemps, les enfants se séparant maintenant de leur famille, l'homme voit enfin s'ouvrir devant lui et sans limite la possibilité du développement de sa personnalité qu'il avait réprimée jusqu'alors, et du respect de cette personnalité à mesure qu'elle se développe. Ainsi, il faut encore une séparation pour que l'homme soit à l'aise dans son nouvel état. Mais si parents, enfants, frères et sœurs vivent déjà séparés les uns des autres, il ne reste plus personne à quitter, et le dernier moyen est la séparation des époux. On pense aujourd'hui qu'on est mari et femme parce qu'on vit ensemble. C'est une grossière erreur. Pour vivre ensemble, il faut que les personnalités s'accordent suffisamment. Dans l'ancien temps, cela ne faisait pas de difficulté. On parlait d'un seul cœur dans deux corps différents, car si l'œil voyait deux époux, la réalité était une seule personne. C'est pourquoi on disait que les époux vieillissent ensemble et finissent dans la même tombe après leur mort. Quelle barbarie! De nos jours, il n'en va plus de même. Le mari reste le mari, la femme n'est rien d'autre que la femme, qui s'est forgé une forte personnalité à l'école de filles, où elle est allée en nakama bouffant et coiffure à l'européenne. Comment pourrait-elle alors faire tout ce que veut son mari? Ou si c'est une femme qui obéit en tout à son mari, ce n'est plus une épouse, c'est une simple poupée. Plus une femme a de l'instruction, plus sa personnalité se développe de manière agressive. Plus sa personnalité se développe, moins elle s'entend avec son mari. Si elle ne s'entend pas avec lui, la conséquence naturelle est qu'elle entre en conflit avec lui. Il suffit donc qu'une épouse mérite le nom de femme éclairée pour qu'elle se heurte à son mari du matin au soir. Quand un homme épouse une femme de quelque intelligence ou talent, leurs souffrances ne font qu'aller en augmentant. S'il y a une cloison nette entre mari et femme, comme entre l'eau et l'huile, et si cette distinction s'établit en gardant un bon équilibre, tout va à peu près bien. Mais comme l'eau et l'huile réagissent mutuellement, le ménage a des soubresauts d'ampleur considérable à la manière d'un tremblement de terre. De ce point de vue, la promiscuité entre époux entraîne des désavantages pour l'un et pour l'autre. Les hommes comprendront cela petit à petit. Ainsi, les époux se séparent? C'est inquiétant, dit Kangetsu. Ils se séparent. Ils ne peuvent que se séparer. Tous les époux de ce monde se sépareront. Jusqu'à présent, on appelle époux un homme et une femme qui vivent ensemble, mais nous allons vers un temps où les gens considéreront que ceux qui habitent sous le même toit n'ont aucun titre à se dire époux. Dans ce cas, je serai inclus dans cette catégorie, n'est-ce pas? Demande Kangetsu, choisissant ce moment critique pour trahir ses sentiments envers sa femme. Heureusement, tu es né pendant le règne de l'empereur Meiji. Quant à moi, comme mon esprit de faiseur d'avenir est toujours en avance d'1 ou 2 pas sur mon temps, je vais rester célibataire. D'aucuns en font tout un roman et s'imaginent que c'est par désespoir d'amour. Quelle pitié de voir à quel point ces myopes sont superficiels. Quoi qu'il en soit, je continue mon histoire. À ce moment-là, un philosophe descendra des cieux et proposera une vérité dont on n'a jamais encore vu la pareille. Voilà ce qu'il dira. L'homme est un animal doué d'une personnalité individuelle. Si on anéantit cette personnalité, on anéantit l'homme lui-même. Pour donner un sens profond à l'homme, il est nécessaire de développer et protéger sa personnalité, quel qu'en soit le prix. La pratique du mariage, faite à contre-cœur sous la pression de coutumes débilitantes, est un usage barbare qui va à l'encontre des tendances de l'homme et de la nature. Cela peut s'admettre dans un temps où la personnalité n'est pas encore développée, mais l'obstination à respecter cette tradition pernicieuse en notre époque de lumière, sans même chercher à l'améliorer, provient de notions fortement erronées. De nos jours, où la civilisation est arrivée à un très haut niveau, il n'y a plus de raison pour que deux personnalités soient liées à un degré d'intimité plus fort que celui d'une vie normale. On doit considérer comme une intolérable atteinte à la morale le fait que, au mépris de toute décence, des jeunes hommes et des jeunes femmes sans éducation se livrent encore à des cérémonies de mariage, poussés par l'aiguillon d'une passion temporaire, alors qu'il existe des raisons parfaitement claires pour les inciter au contraire. Je dis que l'on doit s'opposer de toutes ses forces à cette coutume barbare, pour l'humanité,
La civilisation, pour la protection de la personnalité de ces jeunes gens. Je m'oppose radicalement à votre théorie, dit résolument Tofu, en se claquant le genou du plat de la main. Je pense qu'il n'y a rien de plus respectable en ce monde que l'amour et la beauté. Ce sont eux qui nous consolent, nous complètent et nous apportent le bonheur. Ce sont encore eux qui affinent nos sentiments esthétiques, ennoblissent notre caractère et rendent plus pure notre compassion. Je ne pourrai jamais les oublier, où que je naisse, en quelque monde que ce soit. Quand ils se manifestent dans le monde de la réalité, l'amour fonde les relations entre épouses et la beauté se révèle dans la poésie et la musique. Je crois ainsi que les couples mariés et l'art ne disparaîtront jamais de la terre tant qu'il existera un genre humain. Si cela pouvait être, ce serait parfait. Mais comme l'a dit le philosophe, ils sont condamnés à disparaître. Il faut s'y résigner, on n'y peut rien. L'art ? Allons donc. L'art aura le même destin que les gens mariés. Le développement de la personnalité signifie sa liberté. Tu es d'accord avec moi ? Cela veut dire je suis moi et les autres sont les autres. Comment pourrait alors exister l'art dont tu parles ? L'art prospère parce qu'il y a communication entre la personnalité de l'artiste et celui qui jouit de ses œuvres. Tu peux persévérer à écrire des poèmes de nouveau style aussi longtemps que tu veux. S'il n'y a personne pour s'intéresser à la lecture de tes poèmes, cela veut dire qu'il n'y a personne d'autre que toi pour lire ces malheureux. Où est donc l'intérêt de composer un épithalame ? Par bonheur, tu es un rejeton de notre ère de Meiji, et le monde entier s'unit pour te lire avec ardeur, mais... Non, je n'en suis pas encore là. Si tu n'en es pas encore là aujourd'hui, tu n'auras plus un seul lecteur à l'avenir, quand les sciences humaines auront progressé, en d'autres termes, quand mon grand philosophe apparaîtra pour prêcher contre le mariage. Non pas parce que ces poèmes sont de toi, mais parce que chacun aura sa personnalité propre et qu'il ne trouvera aucun intérêt à lire ce que les autres ont écrit. Cette tendance existe déjà en Angleterre. Voyez par exemple Meredith ou James, qui ont produit les œuvres les plus remarquables par leur personnalité parmi les romanciers anglais actuels. Ils n'ont qu'une poignée de lecteurs et pour cause. Leurs œuvres ne sont intéressantes que pour ceux qui ont une personnalité sensible à la leur. Cette tendance va se développer. Et quand on en arrivera au temps où le mariage sera immoral, l'art sera anéanti. Tu comprends bien que le jour où je ne saisirai rien de ce que tu écris, il n'y aura plus d'art, ni rien d'autre entre nous. Je veux bien l'admettre, mais pour parler sans détour, j'ai l'intuition que les choses ne se passeront pas ainsi. Eh bien, parle sans détour. Pour moi, j'en fais un, et je crois que cela arrivera. C'est peut-être un détour. Pardon. C'est peut-être un détour, interrompt cette fois Dokusen. Mais en tout cas, plus on accorde de liberté à la personnalité de l'homme, plus les relations humaines deviennent difficiles. Nietzsche a produit son surhomme essentiellement parce qu'il souffrait de ces restrictions, qui l'ont amené à changer ainsi sa philosophie. À première vue, on pourrait penser que c'est son idéal, mais ce n'en est pas un en réalité. C'est une plainte. Paralysé par ce 19e siècle du développement de la personnalité, où il ne pouvait pas se mouvoir à l'aise sans crainte de déranger ses voisins, il a commencé à désespérer, et il en est venu à griffonner ses débordements. Quand on le lit, on le trouve plus pitoyable que passionnant. Sa voix n'est pas celle d'un esprit fougueux et intrépide, mais bien plutôt d'un homme plein de rancœur et d'indignation. Rien d'étonnant à cela, car jadis un grand homme pouvait rassembler le monde entier sous sa bannière. C'était une satisfaction, et si elle pouvait s'obtenir dans la réalité, il n'y avait nul besoin de l'exprimer dans des livres par la force de la plume et du papier comme l'a fait Nietzsche. Dans Homère, ou Chevy Chase, il y a aussi des descriptions de caractères surhumains, mais l'impression qu'on en retire est toute différente. C'est joyeux, écrit de façon plaisante et sans aucune amertume, parce que c'est la transcription d'événements agréables. Il n'en va pas de même à l'époque de Nietzsche. Il n'apparaît aucun héros, ou s'il en apparaît un, il n'est pas considéré comme tel. Jadis, il n'y avait qu'un Confucius qui en retirait donc une grande autorité, mais de nos jours, on trouve autant de Confucius qu'on veut. Tout le monde en est peut-être un. Plus personne ne peut alors en imposer un aux autres en se prétendant l'égal de Confucius, ce qui entraîne de l'insatisfaction, et l'insatisfaction à son tour pousse à brandir des surhommes sur le papier. Nous avons voulu la liberté et nous l'avons, mais le résultat est que nous nous sentons contraints. Je dis alors que la civilisation occidentale peut paraître assez bonne, mais en réalité elle mène à un échec. Par contre, l'Orient s'est toujours réappliqué à la discipline de l'esprit, et c'est lui qui a raison. Voyez donc, tout le monde devient neurasthénique par suite du développement de la personnalité, et quand la situation est sans issue, on comprend seulement alors la valeur de la maxime « Le peuple du souverain vit dans l'absence de contraintes ». On comprend qu'il ne faut pas mésestimer l'importance du précepte, ne pas agir, et le peuple s'amende. Mais il est déjà trop tard quand on comprend cela. C'est comme si on regrettait d'avoir bu du vin quand on est devenu alcoolique.
Et je vais m'arrêter là pour la deuxième partie de lecture de ce soir, les amis. Nous passons à la seconde pause. Et ben putain, c'est génial. Enfin, c'est génial. En tout cas, c'est de qualité. Je trouve que c'est vraiment bien là pour le coup. Je suis content. Je suis content que la fin du chapitre 11 et plus particulièrement enfin plus généralement même, que la fin du roman se termine sur ce genre de discussion, ce genre de débat. Là pour le coup on est vraiment entré dans des débats d'idées hyper profonds et hyper intéressants je trouve, sur des sujets pas évidents. Et ouais, j'aime beaucoup la manière dont c'est écrit là pour le coup. Le dialogue s'organise vraiment d'une manière différente et c'est hyper agréable. Il y a presque pas d'interruption, donc ça c'est génial. Il y a plus beaucoup la sauce satirique, humoristique, etc. Et du coup, je trouve que ça fait gagner encore en profondeur au débat. Et j'aime beaucoup comment c'est organisé en fait. Chacun son tour donne une idée, la développe énormément, puis les gens vont rebondir dessus en ajoutant des idées ou en comment dire, exprimant leur opinion inverse, en modifiant un petit peu l'idée, ainsi de suite. Je trouve ça hyper intéressant. Alors c'est pas, encore une fois, je me répète, mais bon, c'est vrai qu'on le dit jamais assez. Encore une fois, ne me prêtez pas les pensées. Voilà, en fait, faites le distinguo entre l'auteur, le narrateur, les personnages du bouquin, et moi qui vous fais la lecture. Voilà. Le message en particulier, là, vient des personnages, entre guillemets. Donc, ne me prêtez pas forcément à la... Comment dire, pas la primeur, mais n'allez pas croire que je suis d'accord avec tout ce qui est dit. Mais en tout cas, c'est intéressant. Il y a plein de questions hyper intéressantes qui sont soulevées. Sur le suicide, sujet qui est difficile, très difficile. Et en fait, je le trouve dur à traiter parce que bah, on a toujours peur de dire une bourde. On a toujours peur de dire quelque chose qui peut-être, au contraire, va avoir un effet négatif sur des gens qui auraient des pensées suicidaires et ainsi de suite. Donc c'est très compliqué de parler du suicide, je trouve. Mais le débat qu'ils peuvent avoir est bien macabre, bien sombre, mais peut-être, je vais pas dire réaliste, mais peut-être une possibilité en tout cas. Et en fait, c'est ça qui est intéressant aussi dans ce qui est en train d'être raconté, c'est que vu qu'on a vraiment un kaléidoscope d'opinions, qu'on a vraiment tout un tas de points de vue différents sur un sujet, bah on peut picorer dans tous ces avis et se dire ah ouais tiens ça c'est bien vu, ça c'est peut-être réaliste, ça pourquoi pas. Et c'est vrai que à ce jeu de futurologue au final, ce jeu de Meitei notamment, parce que c'est quand même lui qui carry beaucoup la conversation, mais qui imagine le futur, mais même dans les réflexions de Dokusen, etc. Enfin bref. C'est sombre, c'est une vue assez désespérée, peut-être. Ouais, je dirais ça. Désemparée, désabusée. Mais c'est vrai que c'est un futur assez sombre et en même temps, il y a des choses bien vues sur le suicide, il y a des choses bien vues. Sur le fait que les mariages, c'est pas voué à être un modèle qui continue. Sur le fait que la famille nucléaire a totalement éclaté. Donc la famille nucléaire, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est un père, une mère et un enfant. Ou deux enfants, je sais même plus. Enfin bon bref. En gros c'est le modèle classique entre guillemets. Enfin, je dis un père, une mère, mais grosso modo vous avez compris quoi. C'est deux parents et des enfants quoi. Et c'est vrai que bah, le noyau familial a pas mal éclaté dans les temps modernes. Le divorce, c'est hallucinant comment ça explose également. Il y a une époque, bah, à l'époque de la sortie du clip Stay Together for the Kid de Blink-182, il y avait 50% des mariages qui se terminaient en divorce en Amérique. Et ouais, c'est un phénomène relativement récent que les mariages finissent en divorce et ainsi de suite de plus en plus. Et en fait, ouais, au final, au jeu de la futurologie, je dis pas forcément qu'ils ont les bonnes causes et conséquences, qu'ils ont
l'intégralité de ce qui s'est passé et de la bonne réflexion, mais c'est assez dingue, je trouve, pour un texte qui date des années 1900, c'est ça, hein? Je me rappelle plus. C'est ça. C'est ça, des années 1900, enfin début 20e siècle, quoi. Donc 19, enfin, parce qu'il est mort en 1916, Soseki. Donc voilà, c'est vraiment au début des années 1900. C'est fou de se dire que il a réussi, Soseki, l'air de rien, à dépeindre quelque chose d'assez réaliste, enfin en tout cas qui trouve certaines résonances, quoi. Encore une fois, je dis pas qu'il a raison dans les causes et les conséquences, mais en effet, j'ai l'impression qu'on observe assez le schéma qu'il décrit, des familles qui se dissolvent et ainsi de suite, des divorces, peut-être même des suicides, et ce truc assez intéressant aussi de lien entre amour et art, je le trouve vachement... Ouais, je trouve que ça a de la résonance en vrai. Je trouve ça vachement intéressant. Ça me fait penser... Alors, ça me fait penser à quelqu'un de proche qui est écrivain. Et on parlait une fois avec lui. Il était un peu, je vais dire, agacé, mais surtout dans l'incompréhension, je pense, par rapport à l'auto-édition, par rapport à tout ce genre de mouvement. Et notamment, il disait, ouais, enfin, je pense qu'il était un peu agacé du fait que, du fait que c'était un petit livre pour une petite communauté. Il aimait pas ce truc-là, et c'est marrant parce que ça coïncide vachement avec ce qui est dit là sur le côté art et le lien que ça peut avoir justement entre les relations humaines et l'art, etc. Mais ce côté individualiste qui prend tellement le dessus que du coup, tu ne parles plus à personne, entre guillemets. Parce qu'en gros, tout le monde veut devenir un individu. C'est ça en fait. C'est tout le monde est son propre dieu. Tout le monde devient son propre dieu. Tout le monde devient son propre idéal, son propre modèle. Veut être totalement individuel, totalement coupé de l'autre, se démarquer à tout prix et ainsi de suite, et montrer à tout prix qu'il n'a pas besoin de l'autre et ainsi de suite. Ce qui fait que, en tout cas dans la démonstration, d'après ce que j'ai compris dans la pensée des personnages, il y a ce côté où on se perd les uns les autres à force de vouloir trop d'individualité. Enfin, ce côté plutôt où on perd de la richesse, voilà. Ce côté où on devient pauvre du fait de se rendre individuel au final. Parce qu'au final, plus il y a d'artistes, pour faire très grossier, plus il y a d'artistes, moins il y a d'artistes intéressants, entre guillemets. Si tout le monde est artiste, en tout cas moi c'est comme ça que je comprends la thèse, entre guillemets, apportée par les personnages. Pour eux, c'est plus il y a d'individualité et plus il y a d'artistes, moins il y a d'art intéressant qui se partagent et qui vont toucher les autres, etc. Et comme il le dit à un moment dans le texte, bah en fait, tu finis par faire des œuvres qui ne touchent plus que les gens qui ont la même sensibilité que toi exactement. Et en fait, vu qu'on tend tous à devenir de plus en plus individuels, bah il y a de moins en moins de gens qui ont la même sensibilité que toi. Genre tu parles à de moins en moins de gens parce que il y a de plus en plus de gens qui qui s'affirment d'une manière différente, en quelque sorte. C'est un peu comme s'il y avait en fait un tel panel, une telle variation d'individus que ça devient impossible de faire des choses qui parlent à plusieurs personnes. Je trouve ça alarmant si on considère que c'est vrai. Je saurais pas dire si c'est vrai ou si c'est pas vrai, je suis pas là pour ça de toute façon. Mais en tout cas, en termes de théorie, je trouve ça hyper intéressant. Hyper intéressant, et comme je le disais tout à l'heure, sans dire que je pense que ce soit vrai, que ce soit faux, qu'il ait les bonnes causes, les bonnes conséquences, les bons effets, et qu'il ait l'intégralité de la question, parce que bon, c'est peut-être aussi des parties de réponse, entre guillemets, ce qu'il apporte là par le biais de ses personnages. Mais voilà, sans affirmer quoi que ce soit sur tous ces sujets-là, en tout cas, je trouve que c'est des sujets hyper intéressants de débat, et qui trouvent des résonances vraiment profondes et vraiment fortes à notre époque actuelle. Donc je trouve ça vraiment dingue en vrai.
Je trouve ça assez fou que ça me parle autant. Là, pour le coup, je vous avais déjà dit que j'avais eu ce sentiment à un moment dans l'œuvre, mais là, j'ai vraiment le sentiment des essais de Montaigne. J'ai vraiment le sentiment des essais de Montaigne, mais mis sous la forme de la fiction. Du coup, encore un peu plus digeste, quelque part. Et je trouve ça vachement intéressant. Ouais, franchement, comme quoi je suis un chat, j'aurais été mitigé jusqu'au bout, hein. Parce que, dans la globalité de l'œuvre, je dirais quand même que c'est pas trop mon truc. Mais il y a quand même plein de moments où j'ai trouvé ça vachement intéressant. Et là franchement, pour le moment, le dernier, le final sur cette œuvre me plaît beaucoup. Et du coup, merci d'être passé faire un coucou l'écoute aux portes, ça me fait plaisir. Et je te souhaite bonne écoute à la rediffusion. D'ailleurs les amis, je vais vous souhaiter à tous une bonne écoute puisque je vais reprendre la lecture et cette fois-ci, ça y est, on se lance dans les 11 dernières pages. Je vais reprendre quelques phrases auparavant, je crois que c'était Dokusen, ouais c'est ça. Par la fin de la tirade de Dokusen pour rattacher les wagons. Et puis je vous souhaite à tous une bonne écoute Midori, bonne écoute Petit Poule Dissident, l'écoute aux portes, Zikael, à tous ceux dans l'ombre et à ceux qui me regardent en rediffusion sur YouTube. A tout à l'heure pour l'outro. Chapitre 11, suite et fin. Je dis alors que la civilisation occidentale peut paraître assez bonne, mais en réalité elle mène à un échec. Par contre, l'Orient s'est toujours appliqué à la discipline de l'esprit, et c'est lui qui a raison. Voyez donc, tout le monde devient neurasthénique par suite du développement de la personnalité, et quand la situation est sans issue, on comprend seulement alors la valeur de la maxime « Le peuple du souverain vit dans l'absence de contraintes ». On comprend qu'il ne faut pas mésestimer l'importance du précepte, ne pas agir et le peuple s'amende. Mais il est déjà trop tard quand on comprend cela. C'est comme si on regrettait d'avoir bu du vin quand on est devenu alcoolique. Vous avez tous des théories bien pessimistes. Quant à moi, c'est étrange, mais je ne ressens rien à vous écouter. Comment cela se peut-il demande Kangetsu. Parce que tu es une femme, répond aussitôt Meitei. Mon maître ajoute brusquement. Si tu crois qu'une femme a quelque valeur parce que tu es marié, tu te trompes lourdement. Pour ta gouverne, je vais te lire un livre remarquable. C'est de ton intérêt d'y prêter attention, dit-il en élevant le livre qu'il a apporté tout à l'heure de son bureau. Ce livre est vieux, mais en ce temps-là, on savait déjà parfaitement que les femmes ne valent rien. Vous m'étonnez. De quand est ce livre demande Kangetsu. Il a été écrit au XVIe siècle par Thomas Nash. Cela m'étonne de plus en plus. Il existait déjà quelqu'un pour dire du mal de ma femme. On y dit beaucoup de choses en mal sur les femmes. Écoute-moi bien. Il s'y trouve sûrement quelque chose qui s'applique à la tienne. Oui, je vous écoute. Je serais heureux d'avoir quelques lumières. Il est écrit qu'il convient d'abord d'exposer les vues de sages philosophes d'autrefois sur les femmes. Tu m'écoutes? Nous t'écoutons tous, même moi qui suis célibataire. Aristote dit « Les femmes n'étant que des propres à rien, mieux vaut se choisir une petite épouse qu'une grande. Une petite calamité est moins funeste qu'une grande. » La femme de Kangetsu est grande ou petite? Elle appartient à la catégorie des grandes calamités. Ha ha ha. Que voilà un livre amusant. Allons, continue à lire. Un homme demanda quel est le plus grand des miracles. Le sage répondit une femme vertueuse. Qui est le sage? Ce n'est pas écrit. Je parie que ce sage s'est fait éconduire par quelque belle. Ensuite, voici Diogène. Un homme demanda quand doit-on prendre femme? Diogène répondit il est trop tôt quand on est jeune, trop tard quand on est vieux. Le maître réfléchissait beaucoup dans son tonneau. Pythagore dit 3 choses sont à redouter en ce monde, le feu, l'eau, la femme. Les philosophes grecs disent parfois des sottises. À mon avis, il n'y a rien à redouter en ce monde. Personne n'est brûlé par le feu, noyé par l'eau. Et Dokusen ne sait plus comment continuer. Pardon, donc c'était Dokusen, donc je reprends. Les philosophes grecs disent parfois des sottises. À mon avis, il n'y a rien à redouter en ce monde. Personne n'est brûlé par le feu, noyé par l'eau. Et Dokusen ne sait plus comment continuer. Ni séduit par la femme, aide Meitei. Mon maître continue sa lecture sans s'occuper de l'interruption. Socrate dit « La tâche la plus difficile pour un être humain est de contrôler une femme. » Démosthène dit
Si un homme veut torturer son ennemi, il ne peut rien trouver de mieux que de lui donner sa femme. Elle l'épuisera tellement par des querelles de ménage, jour et nuit, qu'il ne pourra plus s'en relever. Sénèque tenait les femmes et l'ignorance pour les deux plus grandes calamités de ce monde. Marc Aurèle considérait qu'une femme est aussi difficile à contrôler qu'un bateau. Plaute expliquait l'amour des femmes pour les belles parures en l'assimilant à une vile tentative de cacher leur hideur naturelle. Valère Maxime écrivait dans une lettre à un ami qu'il n'y a rien d'impossible aux femmes sur terre, et il implorait la protection du ciel pour son ami, afin qu'il ne tombât point dans les lacs de ces créatures. Il ajoutait: qu'est-ce que la femme? N'est-ce pas l'ennemi de l'amitié? N'est-ce pas une souffrance inévitable, un mal nécessaire, une séduction de la nature, un poison semblable au miel? Que si l'on dit qu'il est mal d'abandonner une femme, je dis que c'est une torture plus grande encore de ne pas le faire. Cela suffira. Je pense avoir entendu dire assez de mal de ma femme. Il y a encore 4 ou 5 pages, laisse-moi te les lire. Non, tenons-nous-en là. Ton épouse va bientôt rentrer, se moque Meitei, et au même moment on entend ma maîtresse appeler la domestique Kiyo dans la salle à manger. Malheur, ta femme est ici. Oh 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 oh, glousse mon maître, et il ajoute: quelle importance. Madame, madame, quand êtes-vous rentrée? Aucune réponse n'arrive de la salle à manger. Madame, vous avez entendu ce qui vient de se dire? Aucune réponse. Ces idées ne sont pas de votre mari. Elles sont de Nash, du XVIe siècle. Rassurez-vous. Je ne suis pas au courant de tout cela, lance simplement la voix lointaine de ma maîtresse. Kengetsu se met à rire sous cape. Moi non plus, je n'étais pas au courant de votre présence. Excusez-moi, s'exclame Meitei en riant franchement. À ce moment, la porte d'entrée s'ouvre brusquement. Des pas bruyants s'avancent vers le salon et, sans avoir dit un mot pour demander la permission d'entrer, Tatara Sanpei écarte les portes coulissantes de la pièce avec violence et passe la tête par l'ouverture. Contrairement à son ordinaire, il porte aujourd'hui une chemise toute blanche, une redingote flambant neuve, et comme si cette tenue inhabituelle ne suffisait pas, il tient à la main droite 4 bouteilles de bière liées par une corde de paille. Il semble les trouver lourdes à porter, car il les dépose près des bonites séchées, et sans un mot de salutation, il s'assied en étendant ses jambes de côté, tout cela avec une surprenante autorité. « Monsieur Kushami, comment va votre estomac ces jours-ci? Ça n'est point très bon de rester ainsi à la maison toute la journée. » Je n'ai pas dit que je vais mal. Pour sûr, vous ne l'avez point dit. Mais vous avez ma foi assez mauvaise mine, vous êtes jaune. Vous devriez aller à la pêche. Moi-même j'ai loué une barque à Shinagawa, et j'y suis allé dimanche dernier. Tu as pris quelque chose? Rien du tout. Quel intérêt trouves-tu à la pêche si tu ne prends rien? Eh bien, ça me distrait l'esprit. Et vous, messieurs, vous êtes déjà allés à la pêche? Ça, c'est intéressant. La pêche, parce qu'on va par-ci par-là dans une petite barque sur la grande mer, explique Tatara, s'adressant à toute la compagnie sans distinction. Meitei entre dans le jeu. Moi, je voudrais aller par-ci par-là dans une grande barque sur une petite mer. Tant qu'à pêcher, il faut au moins prendre une baleine ou une sirène, poursuit Kangetsu. Comment peut-on pêcher ça? Les hommes de lettres n'ont aucun sens commun. Je ne suis pas un homme de lettres. Ah, vous êtes quoi? Pour un homme d'affaires comme moi, le plus important est d'avoir du bon sens. Monsieur Kushami, j'ai acquis pas mal de bon sens ces temps derniers. Quand on fréquente les milieux où je suis, on ne peut pas s'empêcher de devenir comme ça, par la force des choses. On devient comment? Le tabac aussi peut aider. On renforce son influence quand on fume des cigarettes Asahi ou Shikishima. Ce disant, Tatara tire de sa poche une cigarette de tabac égyptien à bout doré et se met à fumer. Tes moyens te permettent ce luxe? Je n'ai point beaucoup d'argent, mais ça va s'arranger bientôt. Les gens ont beaucoup plus confiance quand je fume ces cigarettes. C'est plus facile et moins ennuyeux que de polir des billes de verre comme Kangetsu. C'est de la confiance d'intérêt local, dit Meitei en se tournant vers Kangetsu, mais avant que celui-ci ait le temps de répondre, Sanpei lance. Vous êtes monsieur Kangetsu? Alors votre doctorat, vous ne le passez pas. Puisque vous ne voulez pas être docteur S-Sciences, j'ai décidé de le devenir, moi. Docteur S-Sciences? Non, mari de mademoiselle Kaneda. Je suis désolé pour vous, mais la famille me supplie d'épouser la demoiselle, et je me suis finalement décidé. Mais j'ai peur d'avoir mal agi envers vous. Je vous en prie, ne vous gênez pas, dit Kangetsu, et mon maître ajoute, de façon sibylline, si tu veux l'épouser, épouse-la. Ah, quelle heureuse nouvelle! Je disais bien qu'il ne faut pas se faire de soucis pour la fille de Kaneda. Je vous disais récemment qu'elle trouverait un mari, et voilà qu'il lui arrive un parfait gentilhomme. Tofu, tu as un sujet pour un poème de nouveau style. Mets-toi tout de suite au travail, s'excite Meitei comme d'ordinaire,
et Sanpei poursuit. Vous êtes monsieur Tofu? Voudriez-vous me composer quelque chose pour le mariage? Je le ferai aussitôt imprimer pour le distribuer ici et là, ainsi qu'au magazine Taillot. Oui, je vous ferai quelque chose. Pour quand en avez-vous besoin? Quand vous voudrez, j'accepterai même une de vos œuvres déjà existantes. En contrepartie, je vous invite au banquet de mariage, vous boirez du champagne. Vous avez déjà bu du champagne? C'est bon. Monsieur Kushami, je veux faire venir un orchestre pour la réception. Que penseriez-vous de mettre l'œuvre de monsieur Tofu en musique et de la faire jouer par l'orchestre? Tu peux faire ce que tu veux. Monsieur, vous voulez me la mettre en musique? C'est stupide. Il n'y a personne ici qui connaisse la musique. Le candidat malheureux Kangetsu est un artiste du violon. Demande-lui de te faire ça, mais il n'est pas homme à accepter pour une méchante coupe de champagne. Ah, le champagne. Le champagne à 4 ou 5 yens la bouteille n'est point bon. Celui que je vous ferai boire ne sera point du champagne aussi bon marché. Alors, composez-moi une partition. Bien sûr, je vous en ferai une, même pour du champagne à 20 cents la bouteille, même pour rien. Il m'est impossible de vous la demander pour rien. Je veux vous remercier de quelque façon. Si vous ne voulez point de champagne, que diriez-vous de ceci? Sur ces mots, Tatara tire de sa poche de veste 6 ou 7 photographies qu'il étale pêle-mêle sur les nattes. Certaines sont en buste, d'autres en pied. Quelques-unes représentent un sujet debout ou assis, portant un hakama ou un kimono à longue manche, ou encore un chignon de style Shimada. Ce sont toutes des jeunes filles en âge de se marier. Voyez, elles sont toutes candidates au mariage. En remerciement, je peux présenter l'une d'entre elles à messieurs Kangetsu et Tofu. Que pensez-vous de celle-ci? Dit-il en brandissant une photographie sous le nez de Kangetsu. Très bien. Présentez-moi à tout prix. Et celle-ci? Insiste Tatara en montrant une seconde photographie. Très bien aussi. Vous devez me présenter à toute force. À laquelle? N'importe laquelle. Eh bien, vous vous engouez vite. Celle-ci est la nièce d'un docteur. Ah? Celle-ci a un excellent caractère et elle est jeune, 17 ans. Elle apporte une dot de 1000 yens. Celle-ci est fille de gouverneur, plaide Sanpei, sans même attendre de réponse. Je ne pourrais pas les épouser toutes? Toutes? Vous en voulez trop. Vous êtes partisan de la polygamie. Non, mais je suis partisan de la zoophagie. Laissez donc tout cela et finissez-en au plus vite. Pardon. Laissez donc tout cela et finissez-en au plus vite, lance mon maître sur le ton de la réprimande. Sanpei remet les photographies une à une dans sa poche en insistant. Alors vous n'en voulez aucune? Qu'est-ce que cette bière que tu as apportée? C'est un cadeau. Je l'ai achetée au magasin du coin pour fêter mon mariage. Buvez donc. Mon maître frappe dans ses mains pour appeler la bonne et lui faire déboucher les bouteilles. Puis, levant son verre avec une solennité respectueuse, il se joint à Meitei, Dokusen, Kangetsu et Tofu pour féliciter Sanpei de son succès en amour. Celui-ci, qui semble trouver la chose très agréable, dit « J'invite à la réception tous ceux qui sont présents ici. Vous y viendrez ?»« Pas moi, » répond aussitôt mon maître. « Pourquoi? C'est la cérémonie la plus importante de ma vie. Vous ne voulez point venir? Ce n'est pas gentil. » Je ne veux pas te faire de peine, mais je ne veux pas y aller. Vous n'avez peut-être point d'habits. Je peux faire quelque chose pour vous trouver au moins un Aori et un Hakama. Ça vous ferait du bien de sortir un peu dans le monde. Je vous présenterai à des gens célèbres. Il n'en est pas question. Ça fera du bien à votre estomac. Ce n'est pas nécessaire. Si vous vous entêtez de la sorte, n'en parlons plus. Et vous, vous viendrez? Moi? Certainement. Si c'est possible, j'aimerais avoir l'honneur d'être l'entremetteur. Ah, le triple échange des 3 coupes de saké par un soir de printemps. Quoi? L'entremetteur sera Suzuki Tojuro? Ah, je m'y attendais. C'est bien dommage, mais tant pis. 2 entremetteurs seraient de trop. Je viendrai comme simple invité. Et vous? Moi, je mène une vie paisible et élégante devant le fil de ma canne à pêche qui flotte entre les blanches algues et la renouée rouge. Qu'est-ce que c'est que ça? Un poème du florilège des Tang? Je n'en sais rien du tout. Vous n'en savez rien? C'est dommage. Monsieur Kangetsu, j'espère que vous viendrez, n'est-ce pas? Vous avez une raison spéciale. J'irai sans faute. Ce serait regrettable de manquer l'exécution de ma musique par l'orchestre. Bien sûr. Et vous, monsieur Tofu? Oui, je voudrais réciter un poème de style nouveau devant les mariés. Voilà une bonne chose. Monsieur Kushami, je n'ai jamais vécu un moment aussi agréable. Je m'en vais encore boire un verre de bière, dit Tatara en buvant seul la bière qu'il a apportée et en devenant tout rouge. Cette courte journée d'automne touche à sa fin. Dans le brasero, que des cadavres de cigarettes jonchent pêle-mêle. Le feu s'est éteint depuis longtemps. La joyeuse assemblée semble avoir un peu perdu de son entrain, car Dokusen,
se lève le premier et déclare « Il est déjà tard, si nous partions. » « Oui, partons, » répètent les autres. Tout le monde se dirige vers la sortie, et bientôt la pièce devient aussi vide et triste qu'une salle de spectacle bouffe après la représentation. Mon maître entre dans son bureau après le dîner. Sa femme ajuste le col de son vêtement de dessous qui est froid au contact et recoue ses habits de tous les jours usés par des lavages excessifs. Les enfants dorment les unes à côté des autres. La bonne est allée à l'établissement des bains publics. Même les gens qui donnent une impression d'insouciance rendent un son triste quand on frappe le fond de leur cœur. Dokusen, qui veut faire croire qu'il a tout compris, marche sur la terre comme n'importe qui d'autre. Le monde de Meitei peut être libre de tout souci, mais ce n'est pas un monde comme on en voit dans les peintures, il n'est pas sans ses difficultés. Kangetsu a renoncé à polir des billes de verre et il a ramené une épouse de son pays. Et c'est bien ainsi, mais si cela continue longtemps de façon normale, il tombera certainement dans l'ennui. Tofu comprendra dans une dizaine d'années que c'est une erreur de dédier à tous les vents des poèmes de style nouveau. Sanpei est un homme du siècle, bien enfoncé dans les affaires de ce monde. Puisse-t-il toute sa vie tirer fierté de pouvoir offrir du champagne? Suzuki Tojuro continuera à rouler où la pente l'appellera. Il se couvrira de boue ainsi, mais cela l'aidera plus à faire son chemin que s'il ne pouvait pas rouler du tout. Voici déjà plus de 2 ans que je suis né chez les chats et que j'habite dans le monde des hommes. Je croyais être le seul de mon espèce à avoir des vues aussi profondes, mais j'ai eu la surprise d'entendre parler d'un parfait inconnu, un certain Catermour, qui appartient à ma race et ne se gêne pas pour parler haut et fort. Une petite enquête m'a appris qu'en fait, il est mort depuis 100 ans, mais un accès de curiosité l'a poussé à devenir fantôme et à sortir des lointains enfers pour venir me donner des frayeurs. On dit même que ce chat est parti un jour saluer sa mère en lui apportant un poisson qu'il tenait dans sa gueule, mais il n'a pas pu résister à la tentation en cours de route et il l'a mangé seul. En plus de ce manque de respect filial, il ne le cède en rien aux hommes pour le talent, car il a composé une fois un poème pour étonner son maître. Si un génie pareil est déjà apparu voici un siècle, un bon à rien comme moi aurait dû tirer sa révérence depuis longtemps et retourner dans le monde du néant. Mon maître mourra tôt ou tard de sa maladie d'estomac. Le père Kaneda est déjà tué par son avarice insatiable. Les feuilles d'automne sont déjà presque toutes tombées. Tout marche vers la mort, car c'est la loi. Et s'il ne sert pas à grand-chose de vivre, le plus sage est peut-être de mourir au plus vite. Les messieurs de tout à l'heure ont dit que le destin de l'homme se ramène au suicide. Si nous n'y prenons garde, les chats aussi vont naître dans ce genre de monde désespéré. C'est horrible. Je me sens déprimé. Je vais aller boire un peu de la bière de Sanpei pour me remonter. Je vais à la cuisine. Le vent d'automne qui rentre par l'interstice de la porte légèrement ouverte et qui claque sans arrêt a fini par éteindre la lampe, mais des rayons venant peut-être de la lune filtrent par la fenêtre. 3 verres sont alignés sur un plateau et 2 d'entre eux sont encore à moitié remplis d'eau brunâtre. Même l'eau chaude semble froide quand elle est dans un récipient de verre. Ce liquide qui attend paisiblement à côté de l'étouffoir, baignant dans les rayons de la lune, me semble encore plus froid avant même que j'y ai goûté, et je n'ai plus envie de boire. Mais on ne connaît rien si on n'en fait pas l'expérience. Sanpei et les autres sont devenus tout rouges, et ils ont commencé à respirer péniblement après avoir bu de ce liquide. Un chat aussi doit devenir gai s'il en boit. De toute façon, sait-on jusqu'à quand on restera vivant? Il faut profiter de ce qu'on est encore en vie, car on peut se perdre en regrets quand on est dans la tombe. On ne peut plus rien faire. Je me décide bravement et j'enfonce vigoureusement ma langue dans un verre. Je commence à laper le liquide qui, à ma grande surprise, me pique comme si on me perçait la langue avec des aiguilles. Je ne sais pas quelle bizarrerie pousse les hommes à boire une chose aussi corrosive, mais c'est parfaitement imbuvable pour un chat. Les chats et la bière ne sont pas du tout faits l'un pour l'autre. Écœuré, je retire ma langue, mais il me vient une autre pensée. Les hommes disent qu'un bon médicament est amer à la bouche, et quand ils attrapent un rhume, ils boivent des horreurs en faisant la grimace. Je me demandais s'ils guérissent parce qu'ils les boivent ou s'ils les boivent alors qu'ils pourraient guérir en s'en passant. Mais maintenant, j'ai une excellente occasion de résoudre cette question avec la bière. Si cette amertume se transmet jusqu'à mes entrailles, je m'en tiendrai là. Mais si comme Sanpei j'arrive à un état de félicité qui me fasse tout oublier, c'est une aubaine inouïe dont je peux faire part aux chats des environs. Allons, je m'en remets au sort pour ce qui arrivera et je décide de boire encore une fois. J'ai du mal à laper quand je garde les yeux ouverts. Je les ferme donc et je recommence à absorber la bière. À force d'endurance, j'arrive à boire un verre entier et un phénomène curieux se produit.
Au début, ma langue me brûlait, et ma bouche me faisait souffrir comme si on l'écrasait, alors que maintenant je me sens libéré au fur et à mesure que je bois, et je n'ai pas eu de difficultés particulières à terminer le premier verre. Tout va bien dorénavant. Je lappe le second verre sans peine. Par la même occasion, je lèche la bière qui a été renversée sur le plateau. Je reste accroupi un moment pour voir comment je vais réagir. Je sens que je m'échauffe petit à petit. Le bord de mes yeux devient rouge, mes oreilles s'enflamment, j'ai envie de chanter, de danser une gigue. J'ai envie d'envoyer au diable mon maître, Meitei et Dokusen. J'ai envie de griffer le père Kaneda, de croquer le nez de sa femme. J'ai envie de faire toutes sortes de choses, et finalement, je me lève en chancelant. Maintenant, j'ai envie de marcher en zigzagant. Comme c'est amusant. Je vais aller dire bonsoir à Madame la Lune. Quel plaisir. Tout en pensant que c'est à mon état d'esprit qu'on se réfère quand on parle d'être gai, je porte mes pas hésitants çà et là, sans but. Je ne sais pas si je me promène ou non, et puis j'ai vraiment sommeil. Je n'arrive plus à distinguer si je dors ou si je marche. Je crois avoir les yeux ouverts, mais ils pèsent le poids d'une montagne. Bah, quelle importance. Mer ou montagne, cela me laisse indifférent. J'étends bien à fond mes pattes de devant, et aussitôt il se fait un plouf. En une seconde, je suis perdu, et tout se brouille. Quand je reprends mes esprits, je flotte sur de l'eau. Je suffoque et j'essaie de m'agriffer partout où je peux, mais je ne trouve que de l'eau à racler de mes griffes. À chaque mouvement, je m'enfonce. Je change de tactique et je détends mes pattes de derrière pour m'élancer et accrocher quelque chose de mes pattes de devant. Cette fois, il y a un bruit de raclement. J'ai trouvé un point d'appui. Ma tête sort enfin du liquide et je regarde autour de moi pour savoir où je suis. Je suis tombé dans une grande vasque remplie d'eau. Jusqu'à cet été, la vasque était couverte à profusion de mauves d'eau, mais des corbeaux sont venus les manger jusqu'à la dernière, et non contents de cela, ils font maintenant leurs ablutions dans l'eau qui les portait. Celle-ci a diminué après les bains des corbeaux qui ne viennent plus. Maintenant, c'est moi qui les remplace en cet endroit. Je n'aurais jamais cru cela possible. Il y a plus de 12 centimètres jusqu'au bord de la vasque. Je n'y arrive pas même en étendant mes pattes, ni en sautant. Si je reste à ne rien faire, je vais couler. Mes griffes ne font que racler la vasque quand je me débats, et j'ai le sentiment de flotter un peu mieux si je trouve un endroit où m'accrocher, mais si je glisse, je coule, irrésistiblement. Je suffoque quand je coule, et je me débats aussitôt. Je commence bientôt à me fatiguer. Je voudrais en finir au plus vite, mais mes pattes commencent à me trahir. Finalement, je ne sais plus si je m'agriffe pour couler ou si je coule pour m'agriffer. La souffrance me fait alors penser que cette torture vient de ce que je veux à tout prix grimper sur la vasque, mais il est bien évident que je ne le peux pas. Il manque 9 centimètres de longueur à mes pattes. Même si j'arrive à flotter à la surface de l'eau et à étendre de là mes pattes autant que possible, je ne trouverai jamais un endroit où mes griffes mordront sur la margelle de la vasque, qui fait plus de 15 centimètres. Pour lors, tous mes efforts et toute ma frénésie ne me feront jamais sortir d'ici, même si je m'évertue pendant un siècle. Il est insensé de vouloir me tirer de cette situation, alors que je sais très bien que c'est impossible. Et je souffre, parce que je veux persister dans cette folie. C'est stupide. C'est une sottise de se complaire dans la souffrance et de rechercher la torture. J'abandonne la lutte. Advienne que pourra. Je ne veux plus essayer de m'accrocher. Je laisse retomber où la nature les appelle, mes pattes de devant et de derrière, ma tête et ma queue. J'ai fini de résister. Petit à petit, le bien-être m'envahit. Je ne distingue plus la souffrance du bonheur. Je ne sais plus si je suis dans l'eau ou dans le salon. Où que je sois, quoi que je fasse, cela ne m'importe plus. Je me sens bien. Non, je n'ai même plus de sensation de bien-être. Je fauche le soleil et la lune du ciel, je pulvérise les cieux et la terre, j'entre dans le mystérieux royaume de la paix. Je suis en train de mourir. La paix s'obtient dans la mort. Il faut mourir pour entrer dans la paix. Au nom du Bouddha Amitabha, au nom du Bouddha Amitabha, grâce soit rendue. Grâce soit rendue. Et c'est la fin du chapitre 11, et donc également la fin du roman Je suis un chat de Natsume Soseki. Nous passons à l'outro de ce live, les amis. Waouh! Ok, la fin, elle est hardcore. Je m'y attendais archi pas. La fin est si triste. Si triste. Je m'y attendais vraiment archi pas. On a été quand même sur un roman satirique, alors même si
à titre personnel, il ne m'a pas toujours fait rire. Il y avait quand même un ton léger et de l'humour à pas mal d'endroits. Bon, après, satirique, souvent, il y a une petite dose de cruauté dans le satirique. Donc voilà, il y avait aussi pas mal de cruauté, de méchanceté, entre guillemets, avec notamment l'analyse du narrateur, donc le chat, sur les hommes. Mais là, du coup, la fin de la discussion des hommes était aussi intéressante, je dirais, que à la phase de lecture précédente. Je trouve que ça reste un peu sur la même tonalité, et ouais, c'est hyper intéressant de les voir échanger leur point de vue, etc. Même si sur la toute fin, ça a retombé un petit peu plus dans le futile, et même si, malheureusement, je le redis encore une fois, c'est vrai que sur cette œuvre, je l'ai dit pas mal de fois, mais il y a beaucoup, beaucoup de personnages. Voilà, dans le doute, je vais pas dire que c'est l'auteur, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de personnages qui sont ultra misogynes, quoi. Et le seul qui ne l'est pas, limite, c'est Kangetsu, je dirais. Et c'est vrai qu'ils le sont beaucoup. Et en fait, d'habitude, je vous répète à chaque fois de ne pas faire l'amalgame entre le narrateur, le personnage et l'auteur. Et que c'est pas forcément parce qu'il y a des propos misogynes dans un texte que c'est la pensée de l'auteur, en fait. Là, ça me dérange un peu plus en cela qu'on sait qu'il y a beaucoup d'éléments autobiographiques de la part de Soseki. On sait qu'il y a beaucoup d'éléments autobiographiques de Natsume Soseki au travers du personnage du professeur Kushami. Donc du coup, c'est vrai que ça me dérange un peu plus qu'il y ait autant de propos un petit peu méprisants envers les femmes, mais bon. Si on met ça de côté, c'était assez sympathique. Et du coup, la narration de fin, où tout le groupe se sépare, et où vraiment, bah, c'est tombé de rideau, quoi. C'est vraiment fin du spectacle, comme il le disait justement. Le dialogue qui était très animé, où il y avait beaucoup de personnages, où en plus il y avait la joie du mariage, etc., etc. Même si, bon, moi c'est pas enfin oui, ouais. Disons que c'est pas un moment que j'ai hyper apprécié, parce que ce personnage-là, ça me paye, bon. Je m'en fous entre peu et beaucoup, mais ouais, voilà. Mais disons que voilà, il y a tout ce côté troupe, et d'un seul coup, le silence, le vide, le chat narrateur laissé à lui-même, à ses pensées, à ses réflexions, et le chat qui ressasse la discussion qui vient d'avoir lieu, et qui reparle justement de cette mort inéluctable pour tout être, et de est-ce que du coup il faut pas juste attendre la mort, est-ce qu'il vaut mieux même peut-être pas se suicider, et du coup est-ce qu'il vaut mieux pas profiter à fond de la life tant qu'on est en live, et ainsi de suite, enfin ouais. C'est devenu hyper grave d'un seul coup le ton de fin, et tout ça du coup en devenant ouais, le chat qui devient un petit peu pompette par l'alcool, et puis en quelque sorte qui se laisse aller, quoi, qui en a marre de lutter. D'ailleurs, cette métaphore là elle est super jolie, je trouve, cette métaphore de ce qui fait souffrir. C'est pas forcément les événements, mais c'est notre manière de lutter dans les événements, de lutter contre les événements, etc., etc. Et ça, j'avoue que cette métaphore, elle était vraiment jolie pour le coup. Du chat qui souffre à essayer de se sortir de cette souffrance, en fait. Et qui, au final, quand il lâche prise, bah, il se retrouve à être bien, à être heureux, etc. Et au final, à être même au-delà de tout ça, puisque il en vient carrément à se laisser mourir bourré dans le lavabo, entre guillemets. J'exagère, mais voilà, c'est un peu ça. C'est assez glauque, assez triste quand même, hein. Ouais, je trouve ça vraiment lourd comme fin. Très très lourd, mais ça me surprend. Ça me surprend, et ça me surprend d'une bonne manière. Je trouve ça intéressant que Love se finisse comme ça. C'est hyper, ouais, hyper étonnant, je trouve. Il y a il y a des petits éléments cool en plus. Par exemple, le fait qu'ils disent que ça fait 2 ans qu'il est dans cette famille, etc., etc. Du coup, je suppute que l'œuvre a été écrite pendant 2 ans, puisque je vous l'avais déjà dit, mais ce roman, si je me rappelle bien, a été publié sous forme de feuilleton. C'est-à-dire qu'une fois de temps en temps, dans un magazine, dans un journal, il y avait le chapitre 1, le chapitre 2, et ainsi de suite. Et donc je suppose que s'il fait mention de ces 2 ans,
c'est aussi un petit peu pour faire une sorte de clin d'œil et pour dire, bon bah voilà, ça fait 2 ans que vous suivez les aventures du chat dans les journaux, etc. Peut-être du coup on peut imaginer au rythme d'un chapitre tous les 2 mois ou quelque chose d'approchant. Et maintenant on arrive à la fin. Et ça j'aime bien parce que ça fait vraiment rétrospective de tout ce qu'on a vécu, comme s'il avait vraiment partagé une expérience avec ses lecteurs et que maintenant il leur disait, bon bah voilà, maintenant on part et maintenant je vous dis au revoir. Et ces au revoir sont assez poignants en fait, parce que ouais, il y a vraiment un ton super grave sur cette fin. Ça me plaît beaucoup, je dois avouer. Et aussi, autre petit indice que j'ai bien aimé, le fait que du coup il a dû... Je me dis presque qu'il a dû trouver cette info après avoir commencé la lecture. Ah bah, il dit exactement la même chose dans la note. Mais à un moment, il parle du fait que le chat a peut-être un confrère qui s'appelle Cater Moore. Donc un confrère chat qui aurait la même intelligence que lui. Et Cater Moore, c'est le héros du roman Lebensansichten des Cattersmoor de Ernst Theodor Hoffmann, publié de 1820 à 1822. Et Soseki n'avait pas lu ce roman, mais il en avait probablement entendu parler avant de commencer la rédaction de Je suis un chat. Ah, bah moi justement, j'allais dire l'inverse, mais bon, peut-être que, enfin, s'ils ont mis ça en note, c'est qu'ils ont peut-être plus d'informations. Mais moi j'aurais dit que justement, peut-être il n'avait pas l'information, parce que la manière dont il parle de Cattermore, le fait qu'ils disent « Ah bah au début je pensais que j'étais le seul chat intelligent, et puis en fait j'ai appris qu'il y en avait d'autres », moi perso, au contraire, ça me laisse croire que pendant la publication de Je suis un chat, peut-être qu'il a fait la découverte de Cattermore. Comme on sait que Soseki, a priori, est très friand de culture occidentale, encore une fois, là, on a eu tout un tas de références à des textes, à des auteurs occidentaux. Donc, ouais, peut-être qu'il l'a découvert, entre guillemets, en cours d'écriture. En tout cas, moi, c'est l'impression que j'avais. Donc ça, c'est super marrant aussi, je trouve. Enfin, ouais. Franchement... Franchement... J'ai pas arrêté de dire ça tout au long de cette lecture, tout au long de ces 12 lives. Je suis très mitigé. Il y a des chapitres qui m'ont ultra plu, d'autres beaucoup moins. Je me rappelle que au chapitre 1, par exemple, j'étais vraiment exalté, j'étais vraiment excité de découvrir l'œuvre, et j'avais trouvé le chapitre 1 vraiment génial. Et par exemple, le chapitre 2 et 3, j'avais eu extrêmement de mal, j'avais trouvé ça chiant au possible. Donc vraiment, ça dépend des moments. Là, de souvenirs comme ça, j'aurais tendance à dire du coup que mes chapitres préférés ont été le chapitre 1 et le chapitre 11, voire la fin du chapitre 11, je dirais. Mais c'est vrai que c'est très difficile, je trouve, de se souvenir précisément du déroulé de l'histoire, étant donné que, comme je le disais, ce sont des bribes de vie, et il n'y a pas vraiment d'histoire, il n'y a pas vraiment de lien de cause à effet, en mode ah bah il s'est passé telle action qui a engendré telle action et tout. T'as un peu l'impression qu'il y a quelques sujets récurrents que tu revois une fois de temps en temps et dont t'apprends l'évolution, mais que l'histoire est plutôt très lente, très brève de vie, en mode bon bah on se pose dans la maison comme le chat, on se pose dans la maison des couches-amis et on observe ce qui se passe. Donc ouais, c'est vrai que j'ai du mal vraiment à repérer des moments précis de l'œuvre et à me dire ça j'ai aimé, ça j'ai pas aimé. Donc c'est vrai que j'ai plus un avis diffus, un avis flou sur toute l'œuvre. Mais je dirais je suis mitigé, mais en fait justement vu que la fin m'a vraiment très plu, j'ai envie de dire que je suis mitigé plus. C'est-à-dire que je suis mitigé mais quand même j'ai bien aimé. En fait c'est vraiment là la toute fin, j'ai vraiment bien aimé pour le coup. Donc voilà, de manière globale, je trouve qu'il y a des moments vraiment ennuyeux, vraiment lourds, qui se répètent et à mon humble avis, qui n'est pas grand chose, qui ne valent pas trop le coup. Tandis qu'à d'autres moments, il y a des trucs très très intéressants. Et bah, j'aurais aimé que l'ensemble de l'œuvre soit à la qualité de ce que j'ai trouvé le mieux, forcément. Mais je trouve l'œuvre très inégale, voilà c'est ça. Je trouve l'œuvre vraiment très inégale, avec des moments où je suis vraiment à la limite d'en avoir marre de la lire. Et c'est pour ça aussi que j'étais assez impatient de passer à une œuvre prochaine, parce que je suis content d'avoir découvert cette œuvre, mais elle était longue, et déjà de manière globale sur ma chaîne, j'essaie de faire peut-être 1 ou 2 œuvres longues par année, parce que j'aime bien varier un petit peu les plaisirs,
Et quand je fais des œuvres longues, bah ça m'engage sur un long moment du coup, sur une longue période. Donc c'est vrai que j'essaie d'éviter les œuvres longues de manière générale. Et celle-là qui était longue, qui faisait 500 pages, qui était avec un grand format, parce que l'air de rien, je sais pas si j'arriverai à vous le montrer, mais l'air de rien, voilà, c'est un grand format par rapport à Lovecraft par exemple. Et les pages sont bien remplies, bien en petit, etc. Donc ouais, c'est vrai que ça a été long et laborieux, et il y a vraiment des moments où j'en avais marre. Et c'est pour ça aussi que je me disais, ah bah vivement une pause, parce qu'il y avait vraiment des moments où je m'accrochais. Il y a des moments où j'avais, entre guillemets, pour comparer, seuls ceux qui ont vu les lives sur les diaboliques ou ma tier list comprendront. Mais il y a des moments où vraiment c'était comme les diaboliques pour moi, où j'étais vraiment en mode putain, c'est si lourd et laborieux. J'hésite presque à faire une pause et à y revenir plus tard parce que là j'en ai marre, j'en peux plus. Et à côté de ça, il y a vraiment des moments de félicité où je trouve que c'est vraiment qualitatif. Notamment le premier et le dernier chapitre, même si il y a encore d'autres passages à l'intérieur du roman qui valent le coup, hein, mais. Enfin, qui valent le coup. En tout cas, qui sont à mon goût, voilà, c'est ça que je veux dire plutôt, mais. Mais ouais, non, franchement, pas du tout de regret à avoir découvert cette œuvre. Merci à vous, chers lecteurs, de me l'avoir conseillé. Je sais que notamment Dimal me l'a conseillé. Donc merci à toi, Dimal, Damien Allemand, dont j'avais lu l'œuvre en live également, si ça vous intéresse. Mais merci à toi, Dimal, et bah, merci aux autres, parce que je crois que ça m'avait été conseillé par une ou deux autres personnes. Je vous avais fait, entre guillemets, part de mes envies de découvrir des cultures différentes et de la littérature de cultures différentes. Là, pour le coup, littérature japonaise, j'avais strictement jamais rien lu. Et en effet, je pense que pour un peu s'immerger dans la culture japonaise, je pense qu'en effet, ça peut être une lecture difficile, à laquelle il faut s'accrocher, mais ça peut être aussi une très bonne porte d'entrée pour mieux saisir la mentalité japonaise, l'ambiance japonaise. Donc voilà, très sympathique, très sympathique. Et ça sera la dernière fois que vous verrez ce roman sur ma chaîne, puisque mardi, je ne ferai pas de live de lecture, et vendredi, dans une semaine, je vous reviens à 21h pour Le cauchemar d'Innsmouth d'Howard Philip Lovecraft. Et du coup, je vous lirai certainement la première nouvelle du recueil, qui est donc Le cauchemar d'Innsmouth. Sachant que j'ai déjà lu avec vous Les montagnes de la folie de Lovecraft, et j'ai lu aussi Le mythe de Cthulhu, qui est pareil, un recueil de nouvelles en regroupant pas mal. Donc voilà, si vous avez envie de vous mettre à jour avant qu'on lise celui-là, sachez qu'il y en a plein disponibles dans les playlists de la chaîne YouTube. Et sur ce, je vais vous laisser ici les amis. On se retrouve encore une fois dimanche 15h pour un live de découverte de l'univers de League of Legends avec Vel'Koz et la nouvelle Une fin différente. Et comme je le disais, dimanche soir, je ne sais pas encore si je serai disponible pour la veillée sur Discord. En tout cas, si vous la faites entre vous, bah profitez bien. Et puis, pas de live de lundi à jeudi. Je vous reviens vendredi à coup sûr avec de la lecture. Est-ce que j'ai tout dit? Ouais. Bon courage à tous ceux qui participeront au clash de League of Legends de ce week-end. Et puis j'espère que vos pronos aussi des championnats du monde se goupillent bien. Moi j'ai pas mal d'erreurs déjà et ça m'emmerde, mais bon bref. On s'amuse bien avec cette ambiance des Worlds de League of Legends, ça fait trop plaisir. Je vais vous envoyer en raid chez Oda la Joie. Et puis comme l'autre fois, je vais lancer la commande lorsque je serai en... Lorsque je vous montrerai le... Alors ça, ceux qui le voient en rediff peuvent pas savoir, mais... mais en gros, après le live sur Twitch, je vous diffuse le petit teaser pour ma collection d'objets sur Redbubble. Enfin, ma collection de modèles plutôt. Pour ma boutique Redbubble. Donc voilà. Je vous balancerai le raid à Oda la Joie pendant ce truc-là si vous voulez join. Et puis moi, je pense que je vais juste faire un petit coucou subrepticement parce que bah, j'ai pas trop le temps là, je dois faire autre chose. Mais voilà. N'hésitez pas à lui faire coucou de ma part.
Bref, merci à tous ceux qui sont passés. Petit Poulpe Dissident, Zikael, Midori, les couteaux portes, Tran par exemple. Merci Tran, bonsoir. Et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine lecture, une prochaine découverte ou une prochaine partie de gaming. Bye bye.